Et peut-être, avant de démarrer sur l'explication de cette rencontre, donc c'est la 4e séminaire que l'on fait, séminaire en ligne. On va expliquer qu'est-ce que c'est pour Placemaking France, parce que peut-être certains ne connaissent pas, puis ne connaissent pas même Placemaking. Je vais prendre le temps en introduction de vous dire 2 mots là-dessus. Et donc, c'est le 4e d'une série qu'on a mis en place en 2021 de manière bénévole, puisqu'il y a 4 structures qui sont à l'origine, vous verrez les logos. Elles sont toutes représentées aujourd'hui. Donc, il y a DVT Hop, qui est une structure donc Île-de-France, mais qui travaille sur toute la France. Donc, peut-être, je ne vois plus, mais je voyais tout à l'heure Claire. Je peux faire un petit coucou. Claire qui est là, donc Utopie, qui est aussi une structure basée en Île-de-France, qui travaille sur les stratégies climatiques de territoire et la participation. Wide Open Project, qui est une structure nouvelle qui travaille beaucoup sur les tiers-lieux. Et puis Wigwam, qui sommes des cofondateurs. Et donc, toutes les 4 structures sommes ce qu'on appelle des Placemaking Leaders, c'est-à-dire que partout dans le réseau européen, on a en fait des gens qui sont un peu plus impliqués dans chacun des pays. Et donc, c'est un réseau aussi qui se structure au niveau européen. Chloé, peut-être, est-ce que tu veux dire un petit mot pour Oui, tout à les fait. 2 heures? Merci Marika pour cette introduction. Juste pour vous dire que le Placemaking France est un réseau qui s'est créé il y a quelques mois maintenant et on a commencé une série de webinaires dont le 3e de l'année se fait aujourd'hui autour de 2 notions phares qui est bien sûr le placemaking ou l'art de créer des lieux où il fait bon vivre et la notion de mobilisation ou comment inclure dans la réflexion et dans l'activation des lieux la communauté citoyenne. Autour de ça, une grande question phare qui est donc comment la mobilisation colorée des différentes cultures, comme on va le voir ce soir, est un levier pour la création de lieux plus résilients. Donc ça, c'est le grand sujet du webinaire de nos 2 heures d'aujourd'hui. Ça va se dérouler de la sorte. Donc, une introduction par Marika qui a déjà pris la parole au début de ce webinaire. Ensuite, on va passer à un échange, un partage de savoir avec nos 4 intervenants présents ici avec nous. Des intervenants francophones, aussi bien canadiens de Côte d'Ivoire et belges. Un temps d'échange en table ronde. Donc là, n'hésitez pas à poser déjà vos questions dans la chat box juste à côté. On va les cumuler au fur et à mesure et les poser à la fin lors de ce temps d'échange. Et puis un petit mot pour conclure et pour vous annoncer la suite de la série de webinaires. Merci Chloé. Alors, concernant le Canada, ce sera plus spécifiquement le Québec, même si pour les Français qui sont avec nous, les personnes de l'étranger, il y a d'autres francophones au Canada, bien entendu. Il y a des communautés francophones, peut-être pas dans chacune des provinces du Canada, mais notamment sur la partie Est et même au Manitoba. Mais là, effectivement, ici, c'est plutôt des expériences de retour d'expérience du Québec. Et à nouveau, pour mes compatriotes, donc la chat box en français se dit boîte de clavardage pour les Québécois. Donc, on parle, j'imagine que vous aviez compris, on parle bien de la même chose, mais c'est un joli nom, donc autant l'utiliser. Alors, quel est ce nom barbare? Donc, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas entendu parler de placemaking. On a peut-être des habitués entre nous, mais je pense que c'est important de rappeler à chaque fois que le placemaking, pourquoi il est difficile à traduire en français, c'est que c'est simplement en fait ce type de, je ne sais pas comment ça s'appelle pour les linguistes, mais en fait, c'est ces mots, concepts qu'on retrouve beaucoup, en tout cas dans la langue anglaise, sûrement dans d'autres, et qui sont finalement des concepts qu'on a du mal, souvent il faut périphraser pour pouvoir les comprendre dans une autre langue, et ce qui rend parfois un peu difficile leur compréhension, parce que sans explication, on peut vite retomber sur des sujets très bas. D'ailleurs, le développement durable est un exemple de mauvaise traduction de l'anglais. Donc, en fait, le placemaking dedans, on retrouve 2 choses. Place, dans le sens anglophone, c'est plutôt espace. Ce serait plutôt espace public, mais espace du commun. Et donc, ce seraient les espaces que l'on partage au niveau d'un territoire, que ce soit des espaces extérieurs ou des espaces même intérieurs. C'est pour ça que vous allez voir, on va parler aussi des tiers-lieux aujourd'hui. C'est tout espace dans lequel le citoyen, l'entreprise, l'institutionnel peut se retrouver. Donc finalement, l'espace dans lequel l'humain se croise et je dirais de plus en plus le vivant, puisqu'on est de plus en plus à se dire que l'humain n'est quand même pas le centre du monde. Et donc cette question de place est importante, c'est espace dans un sens très
très large comme lieu, ce qu'on a traduit par lieu. Et making, c'est vraiment la notion de processus qu'il y a derrière, puisqu'en anglais, le ing représente la mise en mouvement de quelque chose. Donc, on est dans l'art de mettre en mouvement des espaces publics qui, avec une connotation, on le voit par différents ouvrages qu'on vous a mis, tournent autour de la question du vivant et de l'humanité. Donc, en fait, tout ça, c'est porté par des professionnels dans le monde entier, mais je dirais qu'à l'origine, il y a des gens très forts là-dessus. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, que ce soit Jan Gehl, Jane Jacobs, Fred Ken pour le Project for Public Spaces, c'est des mouvements et de city at high level avec nos amis de Stipo, je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui. Ce sont en fait des acteurs clés qui ont permis de se dire que quelque part, la ville, le territoire, ça parle pas uniquement de plan masse vu du ciel, mais ça parle d'autre chose. Donc, je vous encourage à regarder. Donc, pour l'instant, on se questionne. En France, si on va garder le terme placemaking, on en a parlé même avec des gens du Québec qui font du placemaking et n'en parlent pas de cette manière-là. Donc, pour nous, c'est un sujet, la question de la francisation en fait, de ce terme un peu barbare. Aujourd'hui, bon, il est consacré au niveau européen et on parle même des gens qui font ce sont des placemakers, ceux qui font du placemaking. Donc, dans tous les cas, pour l'instant, c'est un terme qui ne parle pas à grand monde dans la francophonie. Donc, c'est un vrai sujet, mais là, le sujet aujourd'hui, c'est plutôt la participation. Donc, ça sera peut-être l'occasion d'un autre webinaire. Je veux bien que tu avances, Chloé. Donc, en fait, nos amis de Stipo, si jamais Hans est là, if you're there, Hans, just let me know. Hans, qui est donc un des directeurs associés de Stipo, qui est une cellule qui a été développée par des anciens élèves de Jan Gehl, donc ils sont basés à Amsterdam. Et ils ont beaucoup travaillé avec Jan Gehl sur cette notion de aujourd'hui, la ville, le territoire tel qu'on le planifie, donc derrière ville, comprenez notion de territoire, en fait, on le fait au niveau du ciel, c'est-à-dire que l'outil préférentiel pour pouvoir planifier le territoire, c'est très souvent la photo aérienne, les plans masse, peu importe sous quelle forme, parce que c'est évidemment un outil indispensable. Or, le problème, c'est qu'à force de travailler les territoires au niveau d'un drone ou d'un oiseau, on en oublie en fait que derrière la réalité, donc je peux passer à la suivante, c'est bien de la question de la ville à hauteur des yeux. Et la photo, elle est évidemment pas très attrayante, puisque c'est un projet sur lequel on a travaillé à Angers, et vu du ciel, c'est une forme urbaine intéressante, etc. Et puis on se rend compte que vu à hauteur des yeux, ce n'est plus du tout la même réalité. Or, c'est la réalité que l'on vit quand on est citoyen dans une ville. En fait, un plan masse, peu importe s'il a été bien planifié, ce qui compte, c'est ce que l'on vivra à hauteur des yeux. Et donc, Stipo a lancé un mouvement, donc il y a plusieurs, vous allez voir sur Internet, qui s'appelle le City at High Level, qui est aussi cette façon de travailler le placemaking en repartant de la finalité de ce qui compte. Je dirais que Wigwam, en travaillant avec notamment Stipo, puis en réfléchissant de notre côté, on a un petit peu poussé le sujet en se disant que au-delà du City at High Level, il y a encore deux autres niveaux qui sont importants. Tu peux avancer. Il y a le fait qu'on est aussi aujourd'hui en préoccupation sur la question planétaire. Et la question du City at Earth Level, c'est vraiment la question de en quoi la ville est une réponse, est une part importante de la question de la réponse au climat. Et de plus en plus, on sait très bien qu'un bâtiment comme on voit ici en bois, qui aurait une connotation dite environnementale, ce n'est pas l'addition de bâtiments en bois au niveau environnemental qui vont faire à la fête des territoires qui sont prêts pour la résilience qu'il nous faut et prêts pour les enjeux de 2030 et 2050. Donc, la City at Earth Level, c'est qu'elle se pose la question sur comment je repense mon territoire pour prendre en compte les problématiques environnementales qui sont des problématiques systémiques et comment sur mon territoire, je vais me poser des questions simultanément de mobilité, de circuits alimentaires, de circuits d'achat et d'économie circulaire et globalement du type de bâtiment et d'énergie que j'ai. Donc, on voit que quand on passe à la City at Earth Level, on est obligé en fait de croiser beaucoup de sujets. Et là, évidemment, on est encore moins à City at Sky Level parce qu'on est, c'est le cas de dire, les deux pieds sur terre. Et enfin, un troisième niveau, qui est aussi un niveau fondamental et qui est un peu le cœur du dispositif, c'est que c'est le City at Earth Level, qui est donc la ville qui serait à la hauteur de l'émotion. Et donc, autant le high level parle de ce que l'on voit
au quotidien, mais derrière le heart level, c'est un peu l'essence même. Et là, vous avez le même environnement que tout à l'heure à high level, mais vous avez une fête de quartier dans un environnement qui est assez ingrat. Et à la fin, finalement, qu'est-ce qui se passe? On se dit que c'est peut-être ça l'essence aussi d'un territoire et qu'on ne peut pas se dire qu'il n'y a que la partie visible qui va compter. Ce qui fait force dans un territoire en termes d'identité et en termes de force, c'est aussi ce qui se passe entre les gens. Et quand on connecte les trois, ce qu'on peut se dire, c'est que les enjeux qu'on a aujourd'hui, sociétaux et climatiques, à contrer, vont demander du courage pour cette jeunesse qui arrive, vont demander du courage au niveau des élus, vont demander, on le sait, des changements de comportement importants, voire très importants, et on se demande comment on va pouvoir y arriver, et vont demander aussi à des professionnels comme ceux qui peuvent être ici aujourd'hui de prendre des choix courageux et de tester des choses et d'y aller avec impact, puisqu'on n'a plus le temps d'être simplement sur des petites manifestations au coup par coup. Et nous, en fait, le positionnement qu'on défend, je pense qu'il est partagé au sein des fondateurs de Placemaking France, c'est de dire que les projets, parmi ceux que vous verrez et d'autres, les projets dans lesquels on mobilise des citoyens et des parties prenantes, parce qu'il n'y a pas que les citoyens, il y a aussi les entreprises et les associations, dans lesquels on mobilise des parties prenantes pour le développement de leur territoire, de leur espace public, de leur qualité de vie, de tout ce qui va avec, ce sont des projets dans lesquels on génère à court et moyen terme une reconnexion entre l'humain, qui a été au niveau des villes souvent distillée, et cette reconnexion est probablement source d'une entraide nouvelle qu'il nous faudra développer dans les années à venir avec les nouveaux enjeux qu'on aura, qui sont des défis complexes. Et donc pour nous, il n'y a pas de dissociation entre le fait de se dire qu'on a de la participation parce qu'elle emmène de l'autonomie des citoyens, des territoires qui sont coportés. À côté de ça, c'est aussi extrêmement important de le créer pour nos enjeux climatiques. Et donc, c'est vraiment un peu peut-être ça la synthèse de cette introduction, c'est que la ville, les territoires doivent être pensés à la hauteur des yeux, des émotions et des défis planétaires. Et c'est bien l'ensemble de ces sujets dont on pourra parler aujourd'hui. Donc, la mobilisation citoyenne, pour ceux qui pratiquent les métiers autour de ça, c'est toujours un vrai sujet. On peut imaginer plein de dispositifs, on peut avoir envie que les projets soient coportés. Et au final, qu'est-ce qui fait que des gens viendront? Qu'est-ce qui fait que les personnes viendront dans le temps? Parce qu'elles peuvent venir une fois, mais si elles ne reviennent pas, qu'est-ce qui fait que demain, elles auront envie d'elles-mêmes d'avoir des initiatives et de coporter des projets? Donc, cette mise en mouvement de l'écosystème humain et sa mise en autonomie est un enjeu sur tous les projets dont on va parler. Et donc, aujourd'hui, l'objectif était de regarder plus spécifiquement comment chacun de ces projets a activé son écosystème, quels sont les essais qui ont été faits, parfois les échecs, ça ne marche pas toujours. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'à la fin, on peut se dire qu'on a des projets qui sont réellement coportés par les citoyens et non pas que par quelques-uns ou parfois toujours les mêmes. Donc, des gens qui n'auraient par exemple plus de temps et qui ne seraient pas tout à fait représentatifs de l'ensemble de la société. Donc, je salue au passage Juliette Charpentier, qui était chez Wigwam et qui maintenant est à Chicoutimi et qui a fait son mémoire sur le Civic Tech. Et c'est intéressant de se dire qu'aussi dans cette période pas tout à fait post-Covid quand même, où il y a encore, notamment au Québec, on a remarqué qu'il était encore beaucoup plus confiné qu'on pouvait l'être en France, cette notion aussi du rôle du digital et du numérique dans le fait d'activer les citoyens, surtout qu'on ne peut pas toujours se retrouver en présentiel. Voilà pour cette petite introduction. Donc, je passe avec grand plaisir la parole à nos intervenants. Donc, Chloé, je veux bien que tu reprennes la main. Ça marche. Merci Marika pour cette introduction. Donc aujourd'hui, autour de la table, quatre équipes d'intervenants, on va dire. Il y en a qui sont tout seuls, il y en a qui sont à plusieurs. Le but, c'était de faire un peu le tour des initiatives francophones pour voir comment la mobilisation peut être colorée des différentes cultures au travers le monde. Savoir si, au travers des contextes, de l'histoire, du contexte politique ou social, il y a des leviers ou au contraire des biais sur lesquels on peut s'appuyer ou pas pour mobiliser les personnes. Donc, 4 projets. Le premier sera présenté par Stanis du Cabanon Vertical, qui devait être accompagné de Lambert Kwame, mais qui finalement est malade malheureusement et n'a pas pu se joindre à nous pour présenter donc, la pépinière urbaine d'Abidjan.
See You, qui sera présenté par Édouard Meyer, qui est un tiers-lieu à Bruxelles, en Belgique. Les ateliers de savoir partagé, qui est comment tirer des enseignements des initiatives locales présentées par Sylvain Laroche, Louis Klein, pardon pour avoir mangé le prénom, et Jean, je ne sais pas s'il est présent avec nous, mais je pense qu'il a eu des difficultés pour se connecter. Et pour finir, donc les rues principales également au Québec, au Canada, présentées par Olivier Legault. Donc je laisse la main à Stanis pour commencer par les pépinières urbaines à Abidjan. Merci Chloé. Oui, comme Chloé vient de le dire, du coup, je m'excuse par avance parce que je vais faire cette présentation donc avec Lambert qui malheureusement est malade et ne peut pas faire partie de ce webinaire. Alors moi, je suis Stanis Mikils, je suis architecte en charge des aménagements de la pépinière urbaine d'Abidjan, principalement. On peut passer à la slide. Donc, la pépinière, elle intervient sur un territoire assez large de la ville, qui est donc dans 3 communes et 5 quartiers. 3 quartiers qui sont dans un quartier au sud, et avec des distances, disons, entre ce triangle qu'on peut apercevoir d'à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure. La pépinière, elle se décompose un peu en 2 parties. La première qui s'attache principalement à faire de l'animation et à proposer des financements à des habitants, à des initiatives des quartiers qui sont concernés par les aménagements. Ça nous aide beaucoup à notamment rencontrer des acteurs, à créer un lien qu'on n'aurait pas pu avoir uniquement avec des aménagements, et aussi de pouvoir construire une confiance un peu plus fine, notamment dans la co-conception des aménagements. Et donc, ces aménagements qui consistent principalement à venir, disons, valoriser ou activer, disons, ce qui existe déjà, c'est-à-dire des activités telles que du sport, des cérémonies, voilà, un peu des lieux de rencontre. Donc, c'est très basiquement s'abriter, s'asseoir, s'installer, se protéger du soleil. On a un désir particulier aussi qui est de construire avec les artisans locaux. Donc, on va le voir juste après dans la slide qui suit, mais celle qui suivra, un peu les différents acteurs intervenants qu'on rencontre au quotidien pour à la fois les animations et les aménagements. On peut passer à la slide suivante. Non, avant. C'était PACRA, avant. Voilà. Du coup, pour introduire un peu la pépinière, elle intervient, donc c'est un projet expérimental qui est financé par l'AFD, l'Agence française de développement, et qui vient en amont d'un gros projet de restructuration. Il y a une petite faute dans le texte, donc c'est le projet d'aménagement des quartiers restructurés d'Abidjan, qui consiste à donc reconstruire de la voirie, un système de drainage, de l'accès à l'eau potable dans les quartiers qui sont concernés par la pépinière, de l'éclairage public et quelques équipements. Et donc la pépinière, elle intervient en amont de ce gros projet de restructuration afin de pouvoir un peu pallier à des manques qu'on retrouve dans ce gros projet, c'est-à-dire situer, distinguer des places, des endroits où il y a les gens se retrouvent et où potentiellement ils pourront être délocalisés en termes d'activité à la suite de ce gros projet. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc les différents un peu intervenants qu'on va rencontrer tout au long de la pépinière qui a commencé à peu près en février 2020. Avec des réunions institutionnelles où on rencontre, donc on est en partenariat avec le ministère de la Construction et l'AFD, ça c'est un peu les grosses structures institutionnelles avec lesquelles on travaille, mais aussi chaque mairie, dans chaque commune il y a une mairie référente. On a énormément de visites de quartier
Voilà, on a procédé par enquête d'abord au préalable. Moi, ça fait à peu près 1 an que je travaille sur ce projet. Ça fait 7 mois que je suis à Abidjan, mais le projet a commencé avant que j'arrive, avec donc beaucoup d'enquêtes et avant de commencer le projet et les aménagements et les initiatives qui ont commencé il y a 1 mois, on a eu un gros travail de récupération de données, de matière. Voilà un peu pour les intervenants. Pour les habitants, les gens qu'on rencontre, et donc ce qui fait que, en fait, il faut savoir à Abidjan, c'est qu'on remarque qu'il y a quand même, disons, une sorte de désertion institutionnelle qui fait que, ou de l'État, qui fait que les habitants sont très au courant et actifs dans le quartier. Donc, les habitants, c'est les chefferies, les représentants communautaires, les chefs de quartier, la jeunesse. Et nous, on essaye de mettre beaucoup en avant donc, des associations de femmes et aussi des représentants d'associations du quartier. On peut passer peut-être à la slide suivante. Tout ça pour dire qu'on a eu un peu la chance, par l'investissement des habitants avant notre arrivée, de rencontrer beaucoup de personnes et qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient impliquées par la vie de quartier et du coup par notre intervention. Voilà pour bon. Donc là, c'est un peu des réunions. Là, c'est quelques documents d'analyse qu'on peut un peu distinguer et qu'on a essayé de mettre un peu en valeur, donc qui récapitule un peu ce que je viens de dire. Non. Voilà, donc avec les différents acteurs qu'on est à la fois obligé et pour pouvoir travailler aussi bien donc dans cette distinction d'animation et d'aménagement, de rencontrer et de travailler avec eux. Voilà, on a commencé par ce qui existe comme activité, comme qu'est-ce qu'on a comme disons comme place disponible. Il y a aussi une distinction assez flagrante dans la ville, c'est que on a très peu d'endroits où on a dans le domaine public. On a très peu de places où intervenir. C'est-à-dire que les gens bloquent, disons, des rues, bloquent des endroits qui sont plus ou moins du domaine public ou du domaine privé. Et donc, nous, on se retrouve avec des espaces qui sont souvent résiduels et difficilement, où on a difficilement des autorisations pour pouvoir travailler. Donc, c'est ça aussi qui met du temps dans le projet d'aménagement à Abidjan. Et voilà, on peut passer encore à la slide suivante. Voilà, où on a déjà on fait du repérage, on voit un peu les potentiels et les demandes des habitants qui nous sont demandés, un peu en termes de besoins. Et après, on a disons, des négociations avec le ministère de la Construction pour savoir un peu qu'est-ce qu'on peut y faire et où est-ce qu'on peut intervenir. Et on peut passer à la dernière slide. Voilà, donc comme je le disais, on a un manque considérable d'espaces publics qui sont souvent des espaces résiduels. On a la chance du coup d'avoir une gouvernance communautaire qui fonctionne très bien et qui fait que les activités ont une organisation assez claire, à la différence de ce qu'on pourrait voir en France où on est obligé de passer par un corps institutionnel. Ici, par contre, on retrouve des difficultés dans les autorisations justement parce que l'espace public est perçu comme une réserve foncière, qui fait que, disons, on a du mal à avoir donc ces autorisations. Les principaux objectifs de la pépinière, c'est donc de pérenniser un foncier et donc changer un peu les habitudes qui sont en place en dehors des opérations immobilières qui laissent des petits bouts de terrain pour pouvoir avoir ce qu'on pourrait entendre
par espace public et d'appuyer les initiatives, les activités qui existent déjà dans les quartiers. Ça, c'est une petite synthèse en fait des aménagements et des 5 quartiers dans lesquels on intervient. Donc, Grand Campement, Acromiabla et Divaux sont dans la même commune. Pour Grand Campement, on se retrouve avec une impossibilité de pouvoir intervenir en termes d'aménagement parce qu'on est sous une ligne. Les seuls espaces publics qu'on a rencontrés sont soit sous une ligne à haute tension, soit ou en bord de lagune. À Acromiabla, on est donc sur 2 sites relativement, disons, petits, sur des espaces résiduels où pour le moment il n'y a absolument rien. À Divaux, on est sur un site très très grand qui va accueillir dans le futur une école primaire. Et donc, on pense à un aménagement démontable. Et les 2 autres, enfin le quartier PK18, qui est dans le nord de Abidjan, où là, on est dans l'emprise d'un collège moderne et on intervient sur un terrain sportif. Et GESCO, qui est le premier site dans lequel on intervient, qui consiste à refaire donc un caniveau en bord d'un terrain sportif existant, avec une activité très riche. Et donc, on peut le voir dans la dernière slide. Voilà, un aménagement qui consiste à faire des gradins. Donc, en dessous des gradins, il y a le caniveau et quelques aménagements. Voilà, là où on voit les espèces de petits rectangles tout du long, c'est ce qu'on appelle des dallettes avec le caniveau qui passe en dessous. Et voilà, et donc des couvertures avec des assises, quelques végétations. Merci beaucoup Stanis pour cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans la boîte de clavardage. Je les reprendrai à la fin lors de la table ronde. Alors, juste, Chloé, je me permets une question, alors que ce n'est pas du tout ça qu'on ferait, mais parce que ça me paraît indispensable dans les interventions qu'on axe toujours sur notre fil conducteur. Et tu as parlé de gouvernance communautaire qui était très différente de ce qu'on trouvait en France. Peux-tu nous dire concrètement, parce qu'à mon avis, on a là peut-être un fil sur la question de la mobilisation. C'est qu'est-ce que tu veux dire exactement par une gouvernance communautaire? Disons que c'est une hiérarchisation qui se passe dans les quartiers dans lesquels on a été confronté. Il y a une grande communauté chrétienne et musulmane et il y a un système de chefferie qui est établi. Et là où la mairie a très peu, disons, d'impact, d'intervention, là où il y a une énorme pression foncière que j'ai un peu expliqué, où en fait l'État voit les réserves foncières comme une possibilité soit de construire, soit de revendre le terrain donc à du privé. Et les habitants, à la fois pour une activité quotidienne, mais aussi pour protéger les espaces qu'il leur reste, ont cette organisation par communauté pour pouvoir continuer à avoir des activités à l'extérieur. Okay, donc c'est une autostructuration qui existe, qui fait qu'on peut s'appuyer déjà dessus. Très mal. Okay, c'est une structuration qui existe déjà. Okay, merci pour la précision, puis on pourra revenir là-dessus dans la période de questions. Donc à toi, Chloé, je te laisse reprendre la parole. Merci Marika. Je vous propose qu'on passe au deuxième projet, donc qui est le projet See You à Bruxelles, porté par Édouard Meyer, responsable du groupement en charge de l'animation. Édouard, je te laisse la parole. Très bien. Bonjour tout le monde. Merci pour la possibilité de présenter notre projet. Donc, notre projet See You, c'est un projet qui est aujourd'hui la plus grande occupation temporaire de Belgique. C'est un projet qui s'est lancé en avril 2019 et qui va se terminer à l'été 2022. En taille, il est assez impressionnant puisque c'est 45 000 mètres carrés qui sont dédiés dans notre projet au développement durable, à la culture et à l'éducation. Et concrètement, c'était une ancienne caserne de police qui a été aujourd'hui replacée en occupation temporaire avant une occupation finale. Donc l'occupation finale de ce projet, c'est un projet qui s'appelle U Square Bruxelles. Donc nous, on est See You en attendant U Square.
C'est un nouveau quartier, en fait, vu la taille de l'ensemble, qui va accueillir des projets dédiés aux universités de Bruxelles, les 2 plus grandes universités, qui va accueillir des logements familiaux, des logements étudiants, et qui va accueillir aussi des commerces, une halle alimentaire. Donc, c'est un projet d'envergure. C'est un des plus grands projets d'aménagement urbain de la région de Bruxelles qui va s'étaler sur une période de 15 ans pratiquement. Alors, notre projet à nous, c'est un projet d'occupation temporaire. Donc, on s'occupe des bâtiments entre le rachat par la région à la police des bâtiments et le début des travaux. Donc, notre client, entre guillemets, c'est la région de Bruxelles. Nous, on est une entreprise privée qui a un cahier des charges pour mener notre mission avec un tarif de gestion du site. Et puis, on gère ce site en partenariat avec les universités qui ont beaucoup d'intérêt pour ce site. Alors, dans notre cahier des charges, il y a justement un volet qui est un volet d'animation du quartier, qui est un volet d'intégration des personnes du quartier au départ dans une logique assez pragmatique de la part de la région, qui est de faire en sorte que les enquêtes publiques qui sont nécessaires à la construction du nouveau quartier se passent bien, et donc que les quartiers autour de CU et Dieu Square valident en fait les aménagements qui étaient prévus, donc de faire de l'onboarding du quartier dans le projet final. Et puis une deuxième mission qui est de, pendant l'occupation temporaire, répondre à toute une série de problématiques de quartier pour que le quartier commence déjà à voir ce territoire comme une solution pour des problématiques de quartier et puis comme une solution de long terme aussi. Alors, l'intérêt de CU, c'est qu'en étant sur 45 000 m², on a la capacité d'agir sur un très grand nombre de typologies de territoires et d'outils. Et on a un peu toute une certaine typologie de lieux dans CU qu'on peut mettre à disposition de projets et à disposition du quartier. Donc, si je l'ai fait rapidement, on a une grande halle de 800 mètres, de 1000 m² couverte qui nous permet d'accueillir des conférences, qui nous permet d'accueillir des soirées roller, qui nous permet d'accueillir des marchés aux plantes, des marchés vintage, plein d'initiatives citoyennes et aussi commerciales. On a des projets plutôt intérieurs qui nous permettent en ce moment de recréer une salle de concert éphémère tous les hivers, mais aussi d'accueillir le centre du quartier, sur lequel je vais revenir dans quelques minutes. Et puis, on a un espace public qui est assez grand, de plusieurs milliers de mètres carrés, qu'on a aménagé avec beaucoup d'aménagements dédiés aussi au quartier. Il y a une partie de ces aménagements qu'on a fait avec le quartier. D'abord, notre totem, qui est un vélodrome qui est situé en plein centre de CU et qui est à la fois notre lieu pour faire des concerts, du cinéma, de l'initiation de vélo, des courses de vélo, ce genre de choses. Et puis, tout autour de ce vélodrome, on a fait un projet avec le quartier de design d'espace public dans lequel on a mobilisé une partie de notre budget pour répondre aux problématiques du quartier. Je vais y revenir juste après. On a aussi des salles couvertes qui sont très pratiques. On a par exemple un cinéma de 400 places qui s'appelle Kinographe, qui sert à la fois de cinéma de quartier, ce qui a été extrêmement apprécié parmi les nombreuses initiatives qu'on a mis à disposition des habitants autour de nous, et puis aussi, aussi d'accueillir des cours des universités, etc. Et puis, on a des lieux plus conviviaux. Donc, par exemple, là, j'ai une petite image qui bug, mais on a des lieux plus conviviaux. Donc, par exemple, un ancien mess des officiers de la caserne, qui est un lieu convivial dans lequel on peut fêter des anniversaires du quartier, des petits formats d'exposition, etc., etc. Donc, l'ensemble de ce projet, ça représente 45 000 m² qu'on a voulu vraiment ouvert et accueilli pour le quartier. On s'est basé sur certains principes, certains concepts pour produire ce lieu. Le premier, c'est un concept d'urbanisme qui est développé par un think tank bruxellois qui est financé par un fonds FEDER qui s'appelle Métrolab et qui a pensé un concept d'enclave inclusive. Donc, c'est comment faire d'un lieu qui, a priori, est fermé sur le quartier, puisque nous, on est entouré par un grand mur en fait, qui nous sépare de l'ensemble du quartier. La plupart des gens n'étaient jamais rentrés à l'intérieur de ces murs. Et en fait, on se sert de cette difficulté comme une force, puisque en fait, il nous protège de l'extérieur. Ce qui fait que, par exemple, si vous êtes parent et que vous venez avec vos enfants, eh ben, vous pouvez laisser vos enfants tranquilles
dans l'ensemble de CIU, même si vous ne les voyez pas, parce que vous savez qu'il n'y a pas de voiture sur le site, qu'ils ne vont jamais traverser une route, sortir du site parce qu'il n'y a que 2 portes, etc., etc. Donc, on essaye de faire en sorte que les points les plus saillants du site se transforment en force, quoi. Ensuite, on a une logique qui est inclusive et qui est locale, c'est-à-dire que nos 110, 115 porteurs de projets, on travaille à la construction de programmation avec eux. Donc, on fait des fêtes de quartier, des fêtes des voisins, des murs d'expression libre en art urbain, des initiations, des cours de sport, etc. Donc, on essaie de construire avec eux une programmation qui soit accessible par les voisins. Et puis après, on a un angle de co-création, d'économie circulaire, de développement durable qui est lui-même inclusif pour les gens autour de nous. Alors aujourd'hui, sur le site, on a une centaine de projets, donc une centaine de porteurs de projets qui sont hébergés. Des gens qui viennent du milieu de l'éducation, de la culture, du milieu associatif, du milieu économique, donc un mix d'usages et de porteurs de projets qu'on a répartis sur le site suivant 7 thèmes, 7 quartiers, pour s'assurer qu'il y ait des petits clusters qui soient réunis ensemble pour augmenter la co-construction. Donc, dans les projets les plus emblématiques, on a un cinéma, on a un pôle vélo qui comprend 6 ou 7 projets autour du vélo, on a le vélodrome, et on a nos propres fleuristes, nos propres boulangers, on a un restaurant un restaurant pour les enfants, on a beaucoup d'artistes, etc. Donc l'idée, c'est que si vous venez chez nous, quel que soit votre statut en tant que personne âgée, en tant qu'enfant parent d'enfants en bas âge, en tant qu'adolescent, vous trouvez toujours une activité ou un porteur de projet qui correspond à vos besoins. Alors, le lieu en soi est très attractif, hein. On a à peu près, je sais pas, 700 ou 800 événements par an, au moins une centaine de milliers de personnes qui passent sur le site par an aussi. Mais pour avoir plus d'activités sur le site de la part des résidents, donc pour encourager l'action, on a décidé, nous, de créer un programme qui est dédié à l'engagement des voisins et des personnes qui veulent participer à Meet You, donc à CIU. Donc ce programme, il s'appelle Meet You. C'est un programme pour lequel on a dû faire un investissement. Donc concrètement, on investit du temps, puisqu'on a une personne et demie en charge du programme Meet You, dans lequel on investit des espaces, puisqu'on laisse en fait des espaces disponibles pour les voisins qui, complètement gratuitement, qui peuvent organiser des événements chez nous. Et puis, on a aussi développé du budget, puisqu'on dépense à peu près au minimum entre 20 et 25 000 euros par an de budget qui sont en fait mis à disposition de ce collectif et qui produit lui-même une partie de ces actions. Donc cette année, ils ont créé des tables de ping-pong, des tables de pique-nique, un mur d'escalade, un potager urbain, donc ce genre de choses. Ils se réunissent, ils créent des projets ensemble. Et donc en débloquant des espaces, du temps et de l'argent, eh ben, on a réussi à créer un programme qui a amené à la création aujourd'hui d'un vrai comité de quartier qui a été récompensé d'un prix pour être comité de quartier durable de la région de Bruxelles. Et donc, on a dû pas uniquement compter sur notre lieu pour penser qu'on arrivait à faire de l'inclusion et de la co-construction, mais vraiment d'être très volontariste dans notre action pour le faire. Donc aujourd'hui, cette manière de faire fonctionne bien. On a effectivement, donc c'est plus de 350, maintenant on a le double, on a 700 activités par an, donc on a plusieurs activités par jour qui sont organisées sur le site, plus de 125 000 visiteurs par an, avec des marchés, beaucoup, donc des marchés bio, des marchés vintage, des marchés au plan, des marchés de makers, des marchés à la bière, etc. Beaucoup de culture, de l'exposition, des musiques, des festivals. Et c'est ce qui nous permet d'avoir un programme qui engage le maximum de gens autour de nous. Voilà, donc juste quelques photos pour présenter le site quand il est occupé, ce qu'il est souvent. Et puis, avec plaisir pour échanger avec vous ensuite. Merci. Super, merci beaucoup Edouard. J'en profite, une petite question qui peut aider et une réponse très rapide. Où se situe ce territoire dans Bruxelles exactement? Ah oui, donc ce territoire, en fait, il est dans un des centres de Bruxelles, il est près des universités. Donc, le centre historique de Bruxelles, c'est ce qu'on appelle le Pentagone, c'est la Grand Place, ce genre de choses. Et ce site-là, il
il est objectivement encore dans le plein centre de Bruxelles. Il est entre Ixelles, qui est le quartier un peu branché de la ville, et les universités qui sont eux-mêmes un quartier parce qu'ils occupent une grande, une grande emprise aussi dans cette commune. Super, merci beaucoup Edouard pour cette précision et on viendra sur les autres questions lors de la table ronde. Je vous propose de passer du coup au troisième projet qui est les ateliers de savoir partagé au Québec, au Canada. C'est non pas un intervenant mais un trio qui se présente à nous aujourd'hui avec Sylvain, Juan-Louis et Jean qui vont partager leur écran pour le coup. Donc je vous laisse prendre la main et présenter votre projet. Jean est réapparu. Jean, es-tu avec nous? Ah, Jean est arrivé. Oui, Jean est arrivé. Bonjour tout le monde, oui, je suis là. Ah, mais je suis bien content, Jean. Tu as rassuré ton trio. À vous la parole. Parfait. Je suis juste à chercher mon petit document qui est ici, je crois. Si jamais il y a un souci, on prendra la main sur, comme on avait dit, nous, depuis vous, mais sinon, vous partagez depuis votre écran. Parfait. Alors, pour le partage d'écran, il y a une petite fenêtre en bas où c'est oui, marqué. ça va. Super. J'ai tout trouvé là. Super. Parfait. C'est Jean qui m'a troublé là, avec son arrivée comme ça, par miracle. Et je rappelle, donc, pendant qu'on finit l'installation, de bien noter au fur et à mesure vos questions dans la boîte de clavardage. Il y en a quand même quelques-unes déjà qui sont arrivées. Il y a du monde qui s'est rajouté, donc bienvenue à tous ceux qui arrivent au fil de l'eau. Donc, à vous. Parfait, je suis prêt. Alors, bonjour. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci à Wigwam pour cette invitation, à Juliette et Jean qui ont été les relais. Et je suis très content que Jean soit là finalement. Placemaking, c'était la première fois que j'entendais ces mots. Mais les termes « imaginer de nouvelles manières de créer des liens, des solidarités, des communautés » avaient une résonance connue. Et vite, nous avons fouillé pour faire des liens avec notre expérience terrain. Nous vous partagerons donc un regard historique sur la mobilisation citoyenne des communautés de Petit-Saguenay et Saint-Camille en lien avec les espaces publics et les savoirs partagés. Dans un premier temps, je vous présenterai la situation géographique de nos partenaires et la petite histoire de la mobilisation de la communauté de Saint-Camille. Suivra une présentation avec Jean Bergeron sur l'historique de la communauté de Petit-Saguenay. Et en conclusion, Juan-Louis Klein posera un regard réflexif sur les leçons apprises au regard de la recherche. Alors, Saint-Camille, je vais prendre ma souris si elle veut bien. Oui, c'est ça. Saint-Camille est situé ici, à 2 heures de Montréal et 2 heures de Québec. Nos partenaires des savoirs partagés, la communauté de Bellechasse qui est ici à 3 heures de route, Petit-Saguenay à 5 heures de route et Déniékoro au Mali qui est à 28 heures de vol et de route. Alors, nos partenaires chercheurs sont situés à Montréal et Sherbrooke, Montréal, Sherbrooke, Chicoutimi et ailleurs au Québec. Saint-Camille est une communauté rurale de 535 personnes qui a vu ses premiers colons en 1848 sur un territoire de passage à Benaki. À la Première Guerre mondiale, alors si on voit un peu la démographie, c'était ici, à la Première Guerre mondiale, la population de Saint-Camille comptait 1200 personnes avec un fort mouvement coopératif. À cette époque, les espaces publics se résumaient en quelques lieux, le terrain de balle, la patinoire, le parc de l'église et bien sûr le perron de l'église, endroit citoyen par excellence pour le partage en tout genre, de la prise de bec aux grands éclats de rire. Mais déjà, les événements éphémères faisaient partie du paysage, pique-nique, fête des moissons, escalade du Mont-Ham, glissade sur nos coteaux enneigés. Ajoutons au portrait un espace public, la salle paroissiale, espace 4 saisons de rencontres citoyennes. Au début des années 1980, suite à l'urbanisation et à l'industrialisation, la population passe à 440 personnes. À ce moment, j'étais adolescent et j'ai vu disparaître presque la totalité des services de proximité.
boucheries, garages, coopératives agricoles et alimentaires et autres. Il restait l'école et le magasin général. L'une des premières actions réalisées par le conseil municipal pour faire face à cette dévitalisation a été d'adhérer à un concours qui s'appelait Ville, Village Fleuri du Québec. Un comité d'embellissement fut formé et une mobilisation citoyenne engendra des retombées surprenantes et pérennes au fil des ans. Création d'un parc, d'un festival, des plantations d'arbres, de fleurs, politique de l'arbre, des prix gagnés, beaucoup de fierté. Et 42 ans plus tard, la municipalité est toujours dans ce mouvement avec les fleurons du Québec. Et puis arriva la fermeture du magasin général, situé en plein cœur du village, à la croisée des chemins. Cette fois-ci, c'est la société civile qui initia la mobilisation. Le groupe du coin fait le rachat du bâtiment et un organisme à but non lucratif est créé, le Petit Bonheur de Saint-Camille. C'est un espace public intérieur, lieu de rencontre intergénérationnelle, 4 saisons, très pratique lorsqu'il fait moins 40 Celsius et qu'il y a 2 mètres de neige au sol. La mission, animer et gérer un lieu de rencontre pour tous les groupes d'âge de Saint-Camille et de la région, réaliser une programmation d'activités culturelles et communautaires, exposition. Je suis d'ailleurs dans l'espace Hortense, qui est la galerie du Petit Bonheur. Spectacles, services alimentaires, ateliers, conférences, formations et autres. Une mission qui anime la culture et le vivre ensemble de notre communauté. En cours de route, au début des années 2000, une rencontre interculturelle allait donner un grand souffle à notre mobilisation citoyenne. Il y a 20 ans cette année, c'est l'exposition qui est derrière moi, une fabuleuse aventure de partage de connaissances et d'amitié débutait avec 9 communautés au Mali. Lors d'une visite de notre maire de l'époque, celui-ci fut profondément marqué par la présence des parcelles maraîchères communautaires dans les villages maliens. À son retour, en lien avec la Corporation de développement, un champ de patates communautaires fut planté et récolté. Quelques années plus tard, la coopérative La Clé des Champs a vu le jour. Une visite vaut 10 discours, nous rappellent nos amis maliens. Les sentiers de la connaissance demandent des allées et venues. Sur cette image, nous voyons les jardins de la Clé des Champs. Je bouge alors tous les jardins de la Clé des Champs maintenant et des jardins expérimentaux un peu plus loin ici sur la culture des petits fruits émergents de Culture Innove. Tout autour des sentiers publics sont devenus des lieux de rencontre. L'attractivité du territoire avec son dynamisme culturel, ses services à la communauté, son vivre ensemble et sa communauté nourricière émergente allait permettre la réalisation d'un projet de développement immobilier qui a permis une croissance démographique de 15 % en 7 ans. Cette grande victoire démographique a été réalisée grâce à un leadership et une créativité partagée, rassemblant la municipalité, l'école, la société civile et les futurs résidents. Les sentiers de la connaissance, le croisement des savoirs, la co-construction des projets, un laboratoire rural et une chercheuse en résidence, de là est née l'idée des ateliers des savoirs partagés qui œuvrent au partage des connaissances entre communautés et chercheurs afin d'accélérer les processus d'innovation. Du moins, c'est l'hypothèse que nous portons dans cette perspective de favoriser une relève sur nos territoires ruraux pour le bien commun et pour prendre par la main ces grands enjeux climatiques. Alors, je passe maintenant la parole à Jean Bergeron qui vous parlera de Petit Saguenay. Ben, merci beaucoup. Désolé pour la fraude. Il m'est arrivé une aventure abracadabrante. Je me suis enfermé à l'extérieur de mon auto, puis j'ai dû faire débarrer ma porte. Ça a été
Ça a Mon été Dieu. un moment assez stressant, mais Je plains ton taux de cortisol qui a dû générer dans tes veines. Mais Donc, je suis là et je m'en excuse. Là, c'est une inattention de ma part qui m'a entré dans cette situation-là. Et me voici. Merci beaucoup, Sylvain. Donc, à mon tour de vous présenter le territoire de Petit-Saguenay, qui veut dire en 1838 a été le premier point d'ancrage de la colonisation du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'agriculture et la forêt ont été au cœur de l'activité des Saguenois et Saguenoises et veut dire notre dynamique de solidarité citoyenne à Petit-Saguenay est vraiment similaire à celle de Saint-Camille, même jusqu'à la mobilisation qui s'est organisée à partir de villes et villages fleuris, aventure qui se poursuit également encore pour nous jusqu'à aujourd'hui. Dans les années 1960, la population a connu son apogée, mais avec le mouvement amorcé par la Révolution tranquille, c'est tout le Québec rural qui s'est vidé. Et c'est le début d'un déclin démographique qui se poursuit encore aujourd'hui. On se questionne à ce moment-là sur l'avenir des villages. Face à la baisse de la population, est-ce qu'il sera possible de sauvegarder le patrimoine hérité de nos bâtisseurs? Ailleurs, déjà, des villages fermes, particulièrement en Gaspésie. Mais pour nous, sur le territoire du fjord du Saguenay, un point tournant a été franchi. Jean, oui? C'est ta journée un peu spéciale, c'est que je n'arrive pas à faire changer la diapositive. Je vais juste... Est-ce que vous voulez que je reprenne la main? Oui, si tu veux. La main, voilà. Tu reprends la main, puis si tu me regardes, Chloé, je te ferai signe quand changer de diapo, OK? Oui, et j'en profite pour faire une petite traduction sémantique. Donc, quand Jean parle de révolution tranquille, donc au Québec, c'était en gros en 1970, mais pour les Français et les Européens, c'est un peu notre mai 68, et donc c'est pas un hasard que c'est à peu près dans les mêmes années. C'est un peu une révolution de la société qui jette au panier beaucoup de choses, et donc c'est une rupture énorme au niveau sociétal. Donc voilà, sans rentrer, vous irez voir sur Internet, mais c'est notre mai 68. Donc on en parle de la même manière que mai 68, avec parfois envie et parfois effroi. Voilà. Et c'est un mouvement qui a été amorcé au début des années 60. Donc, pour nous, là, à Petit-Saguenay, on a eu un point tournant important en 1983 avec la naissance du Parc national du fjord du Saguenay, en mettant en place un concept de zone périphérique qui réunissait les villages riverains et qui était inspiré par le modèle du Parc national des Cévennes en France. Le parc a contribué à créer une nouvelle culture de concertation territoriale. Au fil du temps, on a assisté à la mise en place d'un plan d'action concerté qui a fédéré les populations riveraines de tous les villages en bordure du fjord du Saguenay, ce qui a contribué à renforcer le sentiment d'appartenance de l'ensemble des riverains sur le territoire. Un réseau d'agents de développement local chargé de la mobilisation des forces du milieu a été mis sur pied. Une nouvelle vision de la mise en valeur des ressources du territoire apparaît. Des ponts avec la recherche se construisent. À Petit-Saguenay, la place donnée à la participation citoyenne est très importante. Depuis les années 80, toutes les actions de développement ont été discutées avec la population et ça sur une base régulière à tous les 5 ans. Bien entendu, les aspirations n'ont pas toutes été comblées, loin de là. Mais dans ce contexte, l'invitation à participer aux ateliers des savoirs partagés en 2018 en compagnie des communautés de Saint-Camille et celle de la MRC de Bellechasse ne pouvait mieux tomber. Nos ancrages du passé, depuis le début depuis toujours, nous permettaient de plonger rapidement dans la dynamique proposée par les ASP. Celle-ci est fondée sur une démarche de mobilisation citoyenne inclusive qui allie la réflexion et l'action. Elle repose sur le développement d'une collaboration entre le monde de la recherche et les acteurs terrains.
Ce lien favorise le partage des connaissances et l'accélération des processus d'innovation dans nos comités de pilotage locaux. Les ateliers proposent également des valeurs qui nous guident au jour le jour, soit le partage des savoirs, l'établissement de la confiance, le droit à l'erreur et la bienveillance, ce qui contribue à la légèreté et au plaisir de travailler ensemble. Fort de l'expérience vécue de 2018 à 2021, Petit Saguenay a changé. Nous avons appris beaucoup du partage entre chercheurs et acteurs terrain grâce au croisement des savoirs. La mise en action de la démarche des ateliers nous a permis à nous de dénouer des enjeux qui stagnaient depuis des années. Inspirés par les initiatives de Saint-Camille et soutenus par la pratique des approches narratives et relationnelles, un projet d'écoquartier participatif et écologique débuté en 2020 nous permet d'innover pour résoudre une problématique qui perdurait depuis de nombreuses années. Ce n'est qu'un exemple de la nouvelle dynamique qui prend forme à Petit Saguenay grâce aux ateliers. L'appropriation des espaces publics comme l'aménagement du cœur du village ou la mise en œuvre du budget participatif qui a permis cette année d'illuminer la falaise du village témoignent de ce changement. Nous avons aussi la chance d'avoir une nouvelle école qui sera possiblement, grâce à une initiative en cours avec le conseil municipal, le premier bâtiment carboneutre à Petit Saguenay. La réflexion sur la mobilisation citoyenne dans le contexte de la transition écologique et d'appropriation de nos espaces publics est donc au cœur de nos préoccupations. Accompagnée par une professionnelle qui réalise une maîtrise à l'UQAC et grâce à l'engagement de la Fondation Mitax, et je me permets de saluer Charlotte Charpentier, qui est cette personne qui passe les 18 prochains mois avec nous à Petit Saguenay. Nous allons rêver et co-construire le Petit Saguenay de demain. Il sera doté d'une véritable politique de mobilisation citoyenne et d'outils concrets pour faire face aux enjeux de la transition écologique. Et pour y arriver, nous comptons aussi sur la mise en œuvre d'une version 3.0 des ateliers des savoirs partagés qui devrait, on le souhaite, débuter en 2022 avec plus de communautés apprenantes, innovantes et solidaires. Et pour faire le point sur les différents aspects critiques de la démarche des ateliers, des aspects critiques et de réflexion de la démarche des ateliers, je passe la parole à Juan Wisklein, qui est professeur-chercheur, artisan de la première heure des ateliers des savoirs partagés et une grande source d'inspiration pour toutes les personnes qui y participent. Merci beaucoup. Alors, merci Jean. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Compte tenu que vous êtes trois, ce n'est pas facile évidemment de tenir le temps, mais essayez quand même de rester à peu près, parce qu'on a encore une autre intervention après, mais c'est passionnant. OK. J'aurai combien de temps, Madame Frenette? 3 minutes pour bien faire, mais… 3 minutes, Marseille. On va négocier 5 minutes? Ça marche, pas de souci. OK. Alors, moi, je suis… Tu peux enlever le partage d'écran, excusez-moi. Tu peux enlever le partage d'écran. Hop. Alors, moi, je suis professeur à l'Université du Québec à Montréal. Je suis membre de l'équipe des professeurs-chercheurs qui participent à l'expérience des ateliers de savoir partagé. Disons, on parle d'une dizaine de collègues, des professeurs, qui d'ailleurs comptent sur la participation d'étudiants de doctorat, de maîtrise, des stagiaires, qui appartiennent à plusieurs universités et qui travaillent dans plusieurs disciplines, hein, géographie, sociologie, travail social, sciences de la gestion, anthropologie, puis j'en passe. Donc, la plupart, d'ailleurs, sont membres du Centre de recherche sur les innovations sociales et se rattachent aussi ou participent à un organisme que nous avons créé aussi, un organisme important qui sert au pilotage de cette expérience, qui s'intitule « Territoires innovants en économie sociale et solidaire ». Alors, vous voyez, innovation sociale, territoires innovants, économie sociale et solidaire, chercheurs et acteurs, vous avez là les éléments de cette mayonnaise qui a émergé et que nous intitulons Atelier de savoir partagé. Alors, ce qui nous motive,
à participer à cette expérience. Il faut dire que ce n'est pas une expérience qui est élaborée d'abord par les chercheurs, c'est une expérience qui provient des milieux de pratique, qui provient des 5000, qui provient des Petit Saguenay, et dans lesquels s'inscrivent et s'insèrent les porteurs de la recherche que nous sommes, dans une perspective de croissement des savoirs, et des croissements de savoir à la fois universitaire et expérientiel. Et ce que nous postulons, c'est qu'en faisant cela, d'abord, nous élaborons une vision nouvelle, de nouvelles modalités d'action en développement local et territorial, et dans ce cas plus précis, la perspective d'une nouvelle ruralité. Une nouvelle ruralité d'ailleurs, dont les grands éléments, la vision qui est derrière cette nouvelle ruralité pourrait parfaitement s'appliquer, et s'applique d'ailleurs déjà au développement urbain à l'échelle des quartiers, à l'échelle locale. Alors, nous voyons dans les ateliers de savoir partagé un cadre d'innovation sociale. Et ça c'est à souligner, cadre d'innovation sociale qui permet d'envisager le développement rural dans une perspective de bien commun, de gouvernance inclusive et de leadership partagé. Ça, c'est des mots clés qui sont importants et qui favorisent l'apprentissage collectif. Et quand je dis apprentissage collectif, je parle d'un apprentissage mutuel, c'est-à-dire dans tous les sens, aussi bien entre les collectivités qui partagent des expériences, aussi bien entre les chercheurs qui y participent, mais aussi bien entre les collectivités et les chercheurs, et dans les deux sens. Okay? Alors, cet apprentissage collectif nous amène à avoir une perspective basée sur la réflexivité encore de l'ensemble des participants et le développement des capacités, les capabilities dont Amek Tassin parle des fois, mais que nous définissons comme des capacités collectives et non pas uniquement individuelles. Alors, les ateliers de savoir partagé constituent en fait des expériences, des expérimentations. On en parlait hier ou avant-hier. En fait, d'une certaine façon, il s'agit des Living Labs, des Living Labs qui s'ignorent, non pas parce qu'ils ne considèrent pas qu'ils sont en train d'expérimenter et d'innover, mais surtout parce qu'ils ne cherchent pas à s'arrimer avec les labels comme Enol, par exemple, mais qui cherchent surtout à développer des expérimentations de co-construction de connaissances et qui favorisent des expérimentations en termes de mise en commun des ressources. Alors, vous voyez que croisement de savoir, co-construction de connaissances, commun, mise en commun, le commoning dont on parle aujourd'hui, la mise en commun des ressources. Il favorise, les ateliers de savoir partagé, le développement des milieux de vie. Et je veux le souligner ça, les milieux de vie, c'est-à-dire non pas des territoires pour exploiter les ressources, mais des territoires où se développent des milieux de vie où ce qui est important, c'est l'usage du territoire, et l'usage du territoire et le fait qu'on y vit. Okay? Donc, la valeur d'usage de ce territoire relève pour l'essentiel du fait qu'on peut utiliser les ressources, non pas pour en faire des milieux de compétitivité ou de croissance, mais plutôt d'améliorer le cadre de vie des citoyens. Alors, merci Juanis, je suis désolée, je vais devoir te couper pour laisser la place à l'autre intervenant. Et de toute manière, on a un échange en table ronde, donc on pourra revenir sur ces sujets-là après, pas de souci. Excuse-moi de t'avoir interrompu, je repartage mon écran du coup pour la présentation d'Edouard. Hop, est-ce que c'est bon pour vous? La présentation d'Olivier, tu veux dire? Olivier, pardon, oui. Ça me fait plaisir. D'habitude, c'est moi qui renomme les personnes de manière assez créative. Donc, je constate qu'il y a un état d'esprit chez Wigwam. Pas très créatif, il y avait déjà un Edouard, mais j'ai un peu mixé, effectivement. Du coup, Olivier, je te laisse la main pour présenter les rues principales au Québec et puis te présenter toi aussi peut-être qui tu es et ce que tu fais. Ouais, donc bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être ici. Donc, Olivier Legault, je suis directeur service conseil chez Rue Principale. Et donc, à Rue Principale, on s'intéresse à toutes sortes de milieux. On s'intéresse à ce qu'on appelle les cœurs de collectivité surtout. Donc, c'est les noyaux villageois, les cœurs de quartier, les centres-villes.
Et donc, j'amène un côté qui est peut-être un peu plus urbain dans la prochaine présentation, mais je pense que je veux vraiment souligner là, les beaux efforts qui sont faits à Saint-Camille et à Petit-Saguenay. Donc, Sylvain Jean et Juan Louis, c'est super inspirant ce qui se fait. Je pense que Saint-Camille est quand même sur toutes les lèvres des milieux ruraux au Québec. C'est quand même un exemple qui est connu et qui mérite d'être reconnu en effet aussi. Donc, c'est ça, Rue Principale, on est vraiment une organisation d'intérêt public, donc un OBNL qui s'intéresse, comme je disais, au dynamisme des cœurs de collectivité. Donc, on travaille beaucoup, autant, c'est sûr que le placemaking, ça fait partie de notre approche, mais c'est vraiment aussi, c'est beaucoup lié au développement commercial des milieux, à l'organisation des milieux, tout le système de gouvernance, tout ce qui est marketing territorial, animation des milieux, puis aussi, bien entendu, l'aménagement et le design, autant de l'espace public que du cadre bâti. Donc, le placemaking fait partie un peu de ça. Comme vous pouvez voir dans la prochaine slide où on est au centre-ville d'une ville qui s'appelle Sherbrooke, avec un concept qui était la Wellington-sur-Mer, donc une ville qui est bien loin de la mer, mais qui a opté pour ce concept-là qui était plutôt ludique, de faire du mobilier urbain avec toutes sortes d'embarcations, de piétonniser une rue qui ne l'est pas habituellement. Donc, on a vu pendant la pandémie, là, une réappropriation assez massive de l'espace public, je pense comme à beaucoup d'endroits. Une piétonisation de rue accélérée, c'est pas quelque chose qui est nécessairement qui était très, très, très répandu au Québec, mais c'est quelque chose qui a pris de l'accélération durant la pandémie, bien entendu. Et en fait, donc, dans tout le côté placemaking, Rue Principale, j'ai fait beaucoup de recherches sur les villes d'hiver. On a beaucoup, quand on parle de résilience, on peut aussi parler au Québec de résilience saisonnière. Donc, par rapport de l'adaptation au changement saisonnier. Et quand on regarde finalement tous les principes d'aménagement d'une ville qui pourrait être en phase avec son hivernité, on parle d'hivernité et de nordicité au Québec. J'aime mieux parler d'hivernité quand on est au sud du Québec. Pour être en phase avec ce changement-là, c'est vraiment une autre logique, finalement, d'imaginer comment on peut habiter dans le froid. Quand on veut habiter dans le froid, il faut bouger, il faut se tenir au chaud. On ne peut pas vivre dans le froid sans avoir un refuge de chaud. Donc, c'est tout un écosystème à penser pour que finalement, on ait confiance qu'on ait un refuge de chaud quand on sort, qu'on ait des activités qui vont nous faire bouger. Puis quand on regarde la géographie des activités hivernales, les activités hivernales ont souvent lieu en nature, aux marges de la ville, ont souvent lieu... vous pouvez rester sur la slide d'avant. Ont souvent lieu ou sinon dans des patinoires extérieures ou dans des buttes à glisse. Et donc, quand on est dans une ville dense comme Montréal, finalement, le cœur des quartiers avec les petits parcs qu'on a, c'est essentiellement des gens qui promènent leurs chiens, qui les fréquentent. Donc, on a plein les endroits où on a de la belle neige, où on peut mettre l'hiver en valeur, sont finalement vides durant l'hiver. C'est une saison où les gens souffrent un peu plus d'isolement, où il y a une chute dans les taux d'activité physique. Donc, finalement, c'est un peu ce qu'on essaie le contexte là, du laboratoire de l'hiver. Et donc, il y a certains apprentissages, finalement, j'ai pris le thème vraiment au pied de la lettre sur la participation publique, c'est-à-dire que comment qu'on fait intervenir les citoyens, comment ils modèlent leur territoire. Donc, ce qui est intéressant avec l'hiver, c'est qu'on a cette chance-là d'avoir, de pouvoir modeler notre environnement en tant que citoyen. Donc, et ça assez facilement. Donc, ce que ça prend, par contre, c'est les bonnes conditions. Donc, ces journées où la neige est collante, donc les journées où il fait de moins 2 à plus 2 degrés ou un peu plus chaud. Ça nous donne la chance de vraiment modeler l'environnement. Et l'an dernier, il y avait eu un hiver vraiment particulier qui était extrêmement intéressant quand on observe pour les observateurs de la ville, où, étrangement, on n'a pas eu beaucoup de neige à Noël. C'était glacé partout.
On n'est pas habitué à ça. On est habitué au moins d'avoir un peu un petit couvert blanc pendant la période des fêtes, puis qu'il y ait beaucoup d'activités familiales à l'extérieur qui sont finalement des activités plus hivernales, de glissade, de ski, de raquettes, de marche en forêt, tout ça. Puis donc, on n'a pas vraiment eu ça dans le sud du Québec ou une certaine partie du Québec l'an dernier. Et tout d'un coup, on a eu une grosse tempête de neige, un fameux samedi du début du mois de janvier, qui était de la grosse neige idéale pour faire des bonhommes de neige. Puis, quand on se promenait dans la ville, c'est comme si tout le monde était dans l'attente de pouvoir profiter des conditions hivernales. Et puis, on a vu apparaître des parcs remplis de bonhommes de neige, de forts, de sculptures de toutes sortes. Ça faisait vraiment un musée populaire à air ouverte qui était vraiment intéressant. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir la localisation d'où on voyait les parcs qui étaient évidemment envahis, qui étaient devenus ces musées populaires-là. Puis finalement, si on avait réussi, si on avait fait une recherche, une cueillette de données plus poussée, on aurait pu vraiment, selon le nombre de sculptures de neige, déterminer quels sont les parcs qui sont le plus appropriés par la population, où il y a le plus grand sentiment d'appartenance. Et donc, c'est ce qui nous permet un peu l'hiver, quand on a ces situations-là qui naissent. Puis avec le laboratoire de l'hiver, on a fait des tests dans plusieurs parcs, puis avec différents niveaux de succès ou différents niveaux d'appropriation. Donc, la photo que vous voyez là, c'est dans le parc La Fontaine, qui est un des grands parcs de la ville de Montréal, très reconnu, où finalement, on avait fait quelques installations. Vous voyez, c'est avec des budgets de fonds de tiroir. Et puis, notre défi, c'est un peu de réinventer la manière de jouer dehors. Donc, de quelles activités on propose aux gens. C'est pas vrai qu'on va avoir des terrasses avec des cafés, ou sinon on va avoir des feux. Ça va juste marcher quand il y a des redoux ou quand il fait un samedi après-midi où il fait moins 5 degrés et qu'on bâtit un beau microclimat. Donc, il faut faire bouger les gens quand il fait moins 15 degrés, ce qui est la température normale au mois de janvier. Donc voilà, donc c'était toutes sortes de parcours d'aventure. C'était en période de COVID aussi, donc on ne pouvait pas nécessairement créer des pôles de rassemblement. Donc c'était un parcours d'aventure plus linéaire, plus hébertisme, où ça commençait par des modules plus colorés. Ça se poursuivait avec des grosses buttes de neige qui étaient sculptées, donc pour faire des forts, des petites glissades et tout ça. Donc il y a quelque chose de très, très simple, mais qui était très, très populaire, mais que finalement, c'était vraiment c'est nous qu'il fallait qu'ils sculptent les buttes de neige. Si on passe dans un autre parc, on était plus dans un parc de quartier, donc de moindre envergure, mais qui était un peu plus isolé. Donc, c'est un des parcs, justement, où il n'y avait pas de sculpture de neige, ce fameux samedi du mois de janvier l'an dernier, mais qui est quand même une offre quand même qui est un parc plus de destination encore, je dirais, même s'il est un parc de destination, mais de proximité. Donc là, on essayait de faire des terrains de curling extérieurs. Il y avait aussi d'autres modules et tout ça. Et là encore, il n'y avait pas beaucoup d'appropriation. Et là, jusqu'on arrive à l'autre parc, qui est le parc Médéric-Martin, qui est un parc qui est très utilisé. Alors, si vous pouvez changer d'image, s'il vous plaît. Qui est finalement un parc où il y a un comité des amis du parc Médéric-Martin, où il y a même des gens qui prennent tous les sapins de Noël du quartier aux alentours et qui les apportent pour se faire une espèce de labyrinthe de sapins de Noël, une fois qu'ils sont mis à la rue après le temps des fêtes. C'est un endroit où, justement, quand on a commencé à intervenir, vous voyez, ça, c'est le nord du parc avec le bel alignement d'arbres, de sculptures. Ça faisait juste des petites pentes. On avait eu l'aide des travaux publics pour pousser la neige et faire des mini-buttes. Et quand on était revenu le lundi matin, les buttes avaient triplé d'envergure. Donc, il y avait des gens qui clairement étaient arrivés le week-end et avaient dit non, c'est pas assez haut, ces buttes, c'est un peu ennuyant, et qui avaient décidé de mettre la main à la pâte. Et l'autre image suivante, c'est juste finalement en arrière dans notre dos, si vous voulez. Là. Il y avait une pâte aux joueurs qu'on avait transformée en petite terre glacée. Puis de l'autre côté, il y avait une rue qui était piétonnisée, qui est la rue de Rouen, où on avait mis une petite cabane de distribution de chocolat chaud, où on pouvait sortir des foyers durant tous les vendredis soirs, où il y avait une autre petite butte, différents jeux, il y avait de l'animation finalement. Puis c'était en plein sur la route du retour à l'école, si vous voulez, des familles. Là. Donc, le vendredi, de 3 à 6, on était là. Puis, c'était vraiment devenu le point de rassemblement de la communauté.
qui contribuaient à... On faisait des mini-golf de neige et tout ça, puis ils contribuaient. Donc, on avait finalement un niveau de mobilisation qui était plus grand, même si c'est un parc qui est comparable à l'autre, au parc sans nom, finalement, il s'appelle comme ça, qui était l'autre exemple d'avant. Qui était finalement juste parce que c'est vraiment au cœur du quotidien des gens, au cœur de leur mouvement quotidien, qu'il y avait déjà une mobilisation autour de ce parc-là, donc qui était mieux ancré. Puis finalement, dès qu'on faisait des leviers appropriation, des leviers à mobilisation, il y avait une réponse citoyenne. Donc, il y avait des gestes initiaux qui étaient posés, puis les gens étaient vraiment contents. On avait des petites lumières, ça ajoutait un peu à la magie des aliments d'arbres. Puis on avait vraiment, c'était très, très bien reçu dans le quartier, puis donc ça marchait bien. Mais ce qui marche définitivement le plus, c'est les projets suivants où justement les petits leviers avec 1 500 $, on aidait une série de ruelles. À Montréal, il y a ce caractère-là quand même particulier au Québec où il y a toutes les cours arrière des duplex et des triplex, donc des édifices de 2 à 3 étages qui abritent de 2 à 3 logements ou plus des fois. On généralement accès à une ruelle en arrière. Et il y a beaucoup de comités de ruelles qui se regroupent autour de ces espaces-là, beaucoup d'apéros qui se prennent, des espaces qui sont beaucoup habités par les familles particulièrement, bien entendu. Donc, c'est le prolongement de la cour arrière, mais un espace qui est collectif. Et puis, dans ce cas-ci, on avait le comité qui voulait justement reprendre les sapins. On a reconstruit plein de bases pour tenir les sapins. Puis, bon, là, c'est le début. Là, c'est une fois qu'ils avaient installé, mais ils ont mis plein de lumière. Ils voulaient faire une espèce de forêt enchantée. Ils construisaient des glissades eux-mêmes. On a construit du mobilier qui s'adaptait finalement, qui était bien adapté à l'hiver, donc qui est une espèce d'accotoir et non un banc public, et qui peut se redresser en mettant un autre coin et qui fait une table pour l'apéro par la suite. Donc, toutes sortes de petits trucs comme ça qui faisaient en sorte que tu aies des leviers à implication citoyenne. Et donc, c'est tout ça pour dire qu'il y a une espèce d'échelle qui est appropriée. Vous connaissez peut-être ces graphiques-là. Donc, ils viennent de M. Appleyard, bien entendu, pour les Livable Streets. Et ça compare dans le graphique de gauche là, les interactions sociales en fonction du niveau de trafic. Donc, plus il y a de voitures, finalement, moins il y a d'interactions sociales et plus elles se retrouvent du même côté de la rue, finalement. Et plus moins il y a de trafic automobile, plus la rue, il y a un sentiment de communauté qui s'en dégage. Et ce qui est particulièrement intéressant, mais pour moi, c'est aussi le graphique de droite qui, finalement, quand on sonde les différents habitants de cette rue-là, on leur demande, moi, c'est quoi votre maison? C'est quoi ici, il réfère au home territory, donc le territoire de la maison. Et puis, sur une rue qui est calme, finalement, le territoire qu'on considère être notre chez-soi, et on englobe la rue, finalement. Et bien entendu, ça fait en sorte que probablement que cette rue-là est plus fleurie, plus verdie, plus entretenue par les citoyens. Et ça, ça contribue énormément à la résilience des villes à plusieurs niveaux. Et donc, je reviens un peu sur les ruelles, finalement, où les ruelles, à Montréal, il y a un gros programme de ruelles vertes. Et encore une fois, c'est vraiment des secteurs, je pense, qu'on a trouvé où les citoyens vont contribuer vraiment de grande manière, finalement, et la ville a un programme de ruelles vertes qui, finalement, quand il y a... en fait, maintenant, il a essayé de renverser le fardeau de la preuve, c'est-à-dire que historiquement, il fallait 50% plus 1 des riverains de la ruelle qui voulaient adhérer à un programme de ruelles vertes. Maintenant, c'est 50% plus 1 des gens qui ne veulent pas que ça arrive. Donc, s'il y a une initiative, c'est à eux de prouver qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour ce genre d'initiative. Et la ville, finalement, va fournir des plantes et la machinerie lourde pour enlever de l'asphalte et pour verdir le quartier. Donc, c'est sûr que le verdissement est une grande mesure de résilience des villes plus compactes. Et donc, c'est vraiment, finalement, un levier à implication citoyenne où on donne le minimum de ressources aux citoyens pour qu'ils puissent arriver à leur fin, à leur projet, à contribuer à la résilience des villes. Donc, finalement, c'est vraiment ce type de projet-là, je trouve, qui est inspirant et qui peuvent, finalement, si on se décolle de l'hiver, si on se décolle du contexte québécois,
de trouver cette échelle-là où les gens sont prêts à avoir des projets collectifs et à mettre leurs mains dans la terre ou à mettre leurs mains dans la neige et à contribuer à la résilience soit saisonnière ou à la résilience face au changement climatique de leur milieu de vie. Et finalement de créer les leviers et l'aide minimale requise pour que l'action citoyenne se fasse et avec tous les effets bénéfiques qui viennent avec. Donc, voilà. Super, merci Olivier pour cette présentation et de nous montrer comment d'un simple geste rapide et peu cher, on arrive à finalement mobiliser les participants autour d'une butte de neige. Merci à vous six pour ces présentations. Je propose qu'on passe à la table ronde. On a quelques questions identifiées déjà, mais il y a aussi des questions dans la boîte de clavardage. Peut-être qu'on peut commencer à en poser une, Marika, et puis je fais le tri dans les questions et je pourrai les prendre au fur et à mesure. Ok, merci Chloé. Peut-être, comme j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient arrivées au fur et à mesure, et puis je pense que ces 4 exemples qu'on a eus sont très différents et en même temps très nourrissants. J'aurais presque envie de demander à nos intervenants, de manière volontaire, qu'est-ce qui a pu vous étonner du point de vue que vous avez présenté par rapport aux autres présentations que vous avez vues? Est-ce qu'il y a des éléments où vous vous dites, tiens, ça me dit quelque chose sur l'évolution que nous, on pourra faire par après? Donc déjà, de manière spontanée, est-ce qu'un des intervenants a quelque chose à partager sur l'étonnement qu'il a pu avoir, moi j'en ai beaucoup, qu'il a pu avoir par rapport à ces présentations? Alors, je ne sais pas si ma question est claire, mais en gros, les intervenants, vous avez entendu d'autres, vous avez découvert comme moi d'autres exemples. Est-ce qu'il y a des choses sur la question de la participation qui va vous étonner? Je vais en partager une pour vous donner un peu l'idée. En gros, moi, j'ai entendu notamment par rapport à l'exemple d'Abidjan, cette notion de gouvernance communautaire qui serait, là, dans le cadre de ce que nous a expliqué la ministre, ça serait un peu l'idée qui aurait aidé à pouvoir aller chercher plus facilement des citoyens, parce qu'on a des représentants, des gens historiques qui sont issus de la communauté. Dans CIU Bruxelles, moi, ce qui m'a étonné, c'est un projet d'une très, très grande ampleur. Donc, on voit qu'il y a des moyens derrière et puis il y a de l'ambition. Donc, ça, c'est important, un fond de leadership qui est important. Et puis, quand même, derrière, une question qui apparaît sur la participation. Est-ce qu'elle est portée à bout de bras, cette participation, compte tenu qu'il y a des moyens, donc il y a des gens, il y a des ressources, et donc à la fin, qu'est-ce qui fait que si on enlève ces ressources, ça tient ou pas? Donc moi, c'est ce qui m'a étonnée, c'est de voir en quoi tout ça va tenir à terme. Est-ce que ça doit d'ailleurs tenir tout seul, ou est-ce que finalement, c'est vers là qu'on se dirige? Sur les exemples de Sainte-Camille et Petit Saguenay, un étonnement quand même sur cette apparition en fait dans la boucle qu'on a rarement des chercheurs. C'est pas que l'axe qui m'intéressait, mais je suis étonnée de voir en quoi, dans un milieu dit rural où il n'y a pas de présence universitaire, c'est pas comme en ville où on va retrouver souvent des universités, et ben justement ces chercheurs arrivent et deviennent vraiment partie prenante de la communauté pour y travailler avec évidemment un apport très différent. Donc je pense que ça m'a questionné sur est-ce que ça freine ou pas la participation? Est-ce que les gens se sentent observés comme un peu des rats de laboratoire, ou au contraire, ils trouvent, et peut-être qu'à travers les ateliers de savoir partager, on a un petit peu une réponse sur qu'est-ce que ça apporte. Et puis l'exemple avec toi, Olivier, sur les rues principales, sur la question évidemment j'ai bien aimé cette question de l'étonnement autour de finalement une bonne manière de voir l'appropriation d'habitants d'un quartier de leurs espaces publics, c'est de voir ce qu'ils en font quand il neige, puisque du coup, il y a plein de choses à faire. Il y a des endroits où il n'y a pas d'appropriation. Donc ça aussi, on en avait parlé ensemble, c'est la notion de peut-être que le climat et des choses très, très, très concrètes. On a vu dans certains projets que mettre les mains à la neige et les mains à la terre, c'est pas très théorique, et pourtant ça marche. Ça aide à ce qu'il y ait de la participation. Donc, est-ce que nos intervenants ont d'autres étonnements qu'ils souhaiteraient partager par rapport à ce que vous avez entendu? C'est peut-être plus une confirmation d'une idée qui fait son chemin, mais c'est pas tous les petits villages au Québec qui, même si on est à une échelle où la communauté est plus près, la proximité, on dirait que la résilience climatique doit passer avant tout par la résilience des communautés et leur capacité à travailler ensemble. Et on dirait que ça surligne cette idée-là, dans le fond, que même en ville, on est capable de créer ces petits villages-là si on travaille à la bonne échelle.
puis qu'on fait des plus petits territoires ensemble, puis qu'on donne des lieux pour avoir cet esprit de village-là et ces lieux de rencontre. Donc, pour moi, c'est un peu ça, c'est l'esprit de village à travers la communauté mène à la résilience à plusieurs niveaux, plusieurs types de résilience. Merci. Est-ce qu'avant de passer aux questions des participants, est-ce qu'il y a d'autres éléments Si à vous voulez, partager? je peux peut-être dire, moi, ce qui m'a étonné, c'est la similarité, si vous voulez, des actions, l'importance du lieu de rencontre, que ce soit à Abidjan, à Montréal ou en Belgique, et que ça tourne souvent au niveau de la rencontre des familles. C'est souvent intergénérationnel aussi. Alors, il y a je trouve qu'il y a quand même un dénominateur commun sur la mobilisation citoyenne, c'est-à-dire de créer ces lieux, ces événements-là, même si c'est juste temporaire, le temps d'une tempête de neige, mais ça permet aux gens de se rassembler et d'échanger. Et il y a comme une gradation. Moi, j'ai beaucoup aimé voir ce qui se passait en Belgique au niveau de tout ce jeu, tout ce grand concept, si vous voulez, autant intérieur et extérieur. Puis, c'est très inspirant. Je crois que c'est possible de le faire aussi dans notre petite communauté. On le fait d'une certaine façon, avec toutes sortes d'événements. Mais non, moi, ça me réjouit beaucoup de voir tout ce mouvement. Est-ce que les autres intervenants ont des choses à rajouter pour tout de suite? Alors, on va passer, parce qu'on va voir en gros… Juste une chose, peut-être, Sylvain, que tu pourrais répondre à la question concernant la place des chercheurs. Est-ce que vous vous sentez comme des rats de laboratoire observer les chercheurs? Oui, t'en as un peu. Oui, je suis ouvert. Je ne crois pas que les gens se sentent observés parce qu'on travaille beaucoup avec les chercheurs en comité de pilotage où on retrouve autant des citoyens de la municipalité, de la société civile, du monde de l'éducation. Et on a il y a des gens qui disent qu'on est comme à un niveau égal. Il y a comme on ne sent pas qu'on est à un autre niveau d'intervention. On échange et on cherche ensemble. Alors, juste le fait de co-construire ensemble, il s'est développé un grand respect, je dirais, de part et d'autre. Tout le monde est très bienveillant les uns envers les autres. Et on sait que cette co-construction, elle existe depuis tous les temps, si vous voulez. Hein. Les échanges entre les communautés, c'est une chose. Les échanges avec les chercheurs, ça fait que c'est vraiment de mettre ensemble des âges différents, de mettre des acteurs différents et on est persuadé que c'est très riche pour apporter des nouvelles idées dans nos communautés. Alors non, on ne se sent pas comme des rats, là, vraiment. Chloé, peut-être tu peux lire les questions dans l'ordre qu'elles sont apparues et puis voir un peu si ça s'adresse à une personne en particulier. Je complète déjà pas par une question, mais par un étonnement, Marika, pour répondre à ta question, un étonnement de Estelle qui disait dans les grandes lignes, c'est fou, mais en Ile-de-France, nos parcs urbains sont fermés en hiver quand il neige, on n'y a pas accès. Donc, c'est des bons exemples à donner, notamment rue principale, pour montrer, à voir que finalement, c'est une bonne chose que les parcs restent ouverts pendant l'hiver quand il neige. Au niveau des nos amis compatriotes nordiques, il y a donc Placemaking Europe qui organise prochainement, donc je n'ai pas la date, justement un événement spécifiquement sur la question de la nordicité ou de l'hivernité, comme tu disais Olivier. Donc je vous encourage à aller sur leur site internet, vous verrez, il y a l'agenda des événements. Ok, vas-y Chloé pour les questions et puis on va compléter. Il nous reste une petite demi-heure en fait pour faire un échange. Donc, oui, il y a des premières questions sur lesquelles les intervenants ont déjà répondu dans la chatbox directement sur les questions. Donc, je ne vais pas forcément y revenir. Néanmoins, les dernières qui viennent d'être posées, il y a peu eu de réponses. Donc, je vais les dire oralement. Donc, une question de Estelle qui est est-ce que la piétonisation temporaire, est-ce une piétonisation temporaire ou permanente pour la rue de Sherbrooke ? C'est une piétonisation qui était temporaire dans ce cas-là, même saisonnière, disons, et par tronçon aussi.
Donc, eux, ils ont opté pour une formule où finalement, ça permettait aux automobilistes de faire des petits U sur donc certains tronçons qui restaient ouverts à la circulation et d'autres qui étaient piétonnisés. Donc, ça créait finalement une série de places publiques sur la rue Wellington. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait, dans ce cas-ci, de plan là, pour une piétonnisation pérenne et constante. Merci. Une deuxième question qui est toujours pour toi, Olivier. Comment et qui finance les actions réalisées ou accompagnées par les rues principales? Est-ce qu'il s'agit de budgets participatifs ou de missions confiées par la municipalité? Ouais, donc généralement, c'est plus de 50% de nos activités là, qui sont des mandats de service conseil. Donc, c'est soit des municipalités qui payent des honoraires ou des associations de gens d'affaires. Ça représente quand même un peu moins de pourcentage là, de tout ça. Sinon, on a des projets spéciaux de recherche-action qui sont soit financés par des fondations ou des ministères. Donc, exemple, on a un projet de recherche-action sur l'offre commerciale sobre en carbone en ce moment. Donc, tout part de. Il y a une grosse partie de ça, c'est de la localisation et donc de faire en sorte que les milieux de vie qui ont le plus grand potentiel d'être sobre en carbone soient la plus grande, l'offre commerciale la plus diversifiée possible selon leur réalité, la réalité du marché. Donc voilà, c'est un exemple comme ça, c'est financé par le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, ou finalement de l'inclusivité et de l'équité dans des processus de dynamisation. Donc, comment s'assurer qu'on limite la gentrification quand on redynamise un milieu de vie. Ça aussi, c'est un projet de recherche-action. Un autre sur la sécurité routière pour tous les usagers de la route. Donc, ça comble. Puis en plus, on a un membership, donc on a un réseau d'environ 50 villes là, qui adhèrent au réseau puis qui financent certaines activités. Ça marche. Je n'ai pas forcément d'autres questions. Toutes ont été répondues dans la boîte de clavardage. En revanche, est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser à l'oral? Est-ce que certains d'entre vous veulent se lancer? J'en aurai plusieurs, mais je vais attendre de voir s'il n'y a pas d'autres questions qui apparaissent. Peut-être quand même la question qu'elle a été répondue, Edouard, mais elle est importante sur la gestion en fait du site. Donc là, c'est indiqué qu'il y a 5 personnes, donc à temps complet. Tu as indiqué, Edouard, que c'est un modèle public-privé, hein, donc la région qui rémunère notre groupement. Peux-tu préciser en fait pendant quelle durée est ce mandat et du coup la question subsidiaire, qu'est-ce qui se passe quand le mandat s'arrête? Et ça vaut aussi pour les autres intervenants. On voit que sur tous les projets, il y a des intervenants externes, que ce soit des chercheurs, des fondations, des structures publiques-privées, qui viennent impulser un mouvement. Et Dieu sait que pour en faire beaucoup depuis 15 ans, on a souvent ce rôle d'activateur, de fédérateur pour que les choses se lancent, parce que parfois ça ne marche pas comme ça par soi-même. Et il y a toujours la question de la fin d'un mandat. Et la fin d'un mandat, elle est délicate, parce qu'elle raconte quoi à la fin du mandat? Donc peut-être déjà, Edouard, répondre à cette question. Et puis j'aimerais bien que les intervenants aussi rebondissent sur ces fins de mandat et ces mises ou non en autonomie des projets derrière. Qu'est-ce qu'on cherche à faire en fait avec ces interventions sur le long terme? Oui, alors donc nous, on a été désigné par marché public, donc c'était une compétition européenne. On a été désigné pour une période de 3 ans avec chaque année renouvelable en fait. Donc chaque année, on doit remettre un rapport d'activité et notre contrat pourrait avoir pris fin chaque année. Bon, tout s'est très bien passé, on a été renouvelé à chaque fois. Notre marché public s'arrête en juin 2022. Donc après cette période-là, contractuellement, on n'a plus le droit d'agir sur le site, notre contrat s'arrête. Alors en ce moment, il y a une vraie discussion entre nous et les pouvoirs publics, puisque je pense qu'au départ de l'activité, ils n'avaient pas encore bien conscience de ce qui allait naître en fait de notre occupation temporaire. Il y a des occupations qu'on peut d'impact sur le quartier. Il se trouve que la nôtre, elle a eu 2 gros impacts. Elle a eu un impact qui est justement une mise en action du comité de quartier. Donc vraiment des gens du quartier qui ont commencé à agir, à faire des potagers, à se réunir, etc. Et eux, on pourrait considérer qu'à la fin, il y a une certaine forme d'autonomie qui peut potentiellement se mettre en place.
Il y a une deuxième forme de pérennité qu'ils n'avaient pas tout à fait prévue, c'est que certains projets se sont rendus vraiment indispensables au quartier. Donc, par exemple, tous nos projets vélo, de réparation, de livraison, etc., notre cinéma de quartier, ce genre de choses, il y aurait vraiment un coût trop élevé pour le quartier de perdre ces nouveaux équipements qui ont été générés par l'occupation temporaire. Là aussi, on pourrait se dire qu'ils pourraient survivre sans nous, en fait. Et donc, si les pouvoirs publics s'organisent assez bien, ils pourraient avoir à la fois un comité de quartier plus certains projets emblématiques très utiles qui pourraient survivre à l'occupation temporaire et ça se passerait très bien. Après, ce qu'ils se rendent compte et ce qui se fait de plus en plus, notamment les promoteurs privés font ça de plus en plus, c'est qu'il y a des nouveaux marchés publics post-occupation temporaire qui commencent à exister de plus en plus, qu'on appelle en français des marchés de capitanat de quartier, et qui sont des marchés publics qui servent à justement penser un quartier post-occupation temporaire. Donc, Capitanat de quartier, un tu as dit capitaine de quartier, c'est le nom capitaine français. de quartier, tiens, marrant, parce que j'ai Ouais. entendu manager de quartier, concierge de quartier, mais jamais capitaine de quartier. Ok, Ouais. merci. Donc j'imagine que c'est un mot français, mais que les Québécois vont trouver un autre mot plus rigolo, comme souvent. Mais celui-là, il est pas mal déjà. Mais donc maintenant, on pourrait imaginer des occupations comme les nôtres, à laquelle se substituent après nous des marchés publics de capitanat de quartier qui peuvent être faits par des gens comme nous ou des gens qui sont professionnels dans ce domaine-là. Voilà, donc moi, ce serait ma réponse à moi pour l'après. Juste pour répondre à Claire qui pose une question, si les gens peuvent faire gratuitement, comment ça marche? Eh ben, en fait, oui, c'est gratuit. On a des budgets et des espaces qui sont faits pour ça, plus des personnes qui les accompagnent. On accepte à peu près tout. Je crois qu'on n'a encore jamais rien refusé comme activité de quartier. On a même essayé. Il y a des trucs qu'on n'a pas réussi à livrer. Donc, par exemple, à un moment, le quartier nous a proposé d'installer une tyrolienne. Donc, ça, on n'a pas réussi à le faire. Mais sinon, la plupart du temps, les demandes du quartier, c'est souvent des demandes qui sont très raisonnables. Donc, c'est tout à fait possible de les livrer. Voilà. Merci, j'aimerais entendre les autres intervenants sur vraiment cette question vraiment importante qui est soit la mobilisation, on voit qu'il y a plein de manières de faire et puis il y a des intervenants de différentes formes. Qu'est-ce qui se passe lorsque ces intervenants doivent partir parce que c'est la fin de leur mandat? Et est-ce que la mobilisation, c'est quelque chose qui se maintient tout seul dans le temps? Et est-ce qu'il faut se dire que quand ça marche, ça marche, puis si ça ne marche pas, c'est peut-être ce n'était pas le moment. Donc j'aimerais que chacun des intervenants peut-être commencer par continuer avec Camille. Oui, d'accord, parce que moi, je ne vois pas. Pas de souci. Jean a levé la main, je pense qu'il veut prendre la parole, justement. Oui, merci. En fait, je voudrais saluer Juliette Charpentier parce qu'elle m'a fait remarquer que tout à l'heure, quand je l'ai présenté comme étant Charlotte. Donc, sûrement que c'est parce que j'étais encore en état de chute. Je suis encore un peu, mais bon, je veux dire, j'ai quand même quelque chose à dire par rapport à cette question-là de fin de mandat. En fait, je veux dire, qu'est-ce qu'on recherche? Je veux dire, c'est une mobilisation qui accélère, je veux dire, nos processus d'innovation. En quelque part, là, je veux dire, il y a un facteur. Moi, je dirais, je veux parler un peu de la relation égalitaire qu'on a avec les chercheurs, puis le fait veut dire qu'ils soient présents avec nous en milieu rural, quand même relativement éloigné. Il y a un facteur d'audace qui est important, pour être capable d'attirer, puis de mettre en action les énergies qui peuvent nous aider à se mettre en action à l'intérieur des enjeux pour lesquels il faut qu'on se mobilise. Donc, la fin de mandat, là, ça doit être la réussite de quelque chose, en quelque part, et c'est ce qui nous permet, de mettre en action d'autres ressources qui nous permettent d'aller plus loin. Enfin, ce qu'on recherche à l'intérieur des ateliers, c'est vraiment de mettre en action les sources d'inspiration, être capable de pouvoir être assez à l'écoute de ces problématiques locales nous-mêmes pour être capable d'avoir une vraie perspective sur nos enjeux et d'avoir des liens avec d'autres communautés, avec d'autres sources d'inspiration qui nous permettent d'imaginer la mise en action de solutions innovantes chez nous.
Puis nous, on l'a vraiment expérimenté par rapport à ce que je vous disais, veut dire la problématique d'occupation du territoire qu'on avait autour du développement domiciliaire, où grâce à l'inspiration du travail fait avec Saint-Camille, ben, on a été capable d'imaginer une démarche participative et écologique qui, à l'intérieur de laquelle on est actif à 100% maintenant et pour laquelle on a été capable d'aller chercher des ressources. Donc, à la suite de ça, ben, ce qu'on peut imaginer, c'est que ça met en action des ressources, d'autres ressources qui nous permettent. C'est ça, donc quelque part, si on peut le dire de notre main, c'est que finalement, en gros, et nous, c'est ce qu'on remarque beaucoup dans le travail, hein, la cartographie des parties prenantes est extrêmement importante pour identifier comme un community planning, on va identifier quels sont les acteurs qui ont de l'influence et du pouvoir et qui pourraient être des relais pour faire en sorte quelque part que lorsque l'intervenant extérieur, quel qu'il soit, s'en va, le château ne s'écroule pas parce que finalement, dans sa mission, il y avait bien la mise en autonomie. Est-ce que Olivier de Rue Principale, et puis peut-être après, j'ai oublié ton nom, de Abidjan, pardon, Stanis, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus, sur ce rôle des mandataires extérieurs vis-à-vis de la mobilisation pérenne? Ouais, pour le chapeau Rue Principale, disons que je pense que quand on fait un processus plus de planification stratégique et de mobilisation, l'objectif premier reste d'initier un mouvement au sein de la communauté et de leur donner confiance qu'ils peuvent relever des défis et aller chercher l'argent qu'il faut pour des projets qui sont plus ambitieux. Donc, c'est vraiment ça rejoint un peu ce que disait Jean, je pense, à certains égards. Puis avec le laboratoire d'hiver, pour être sûr, parce que justement, nous, notre rôle, il est de défricher, de tester des possibles. Puis quand on voit qu'il y a des choses qui marchent, bien de bien les communiquer, de dire que ce sentier-là existe. Et puis, ce qu'on a fait particulièrement, c'est qu'on développe un catalogue d'installations qui n'existaient pas avant notre passage et qui, finalement, on développe des produits qui peuvent être loués ou achetés par différents clients pour équiper des espaces publics et leur donner une vie hivernale. Excellent. Au début d'un mouvement de réappropriation de nos espaces publics en période hivernale. Comme je disais, c'est vraiment très, très spécifique quel espace était vivant finalement. Donc là, on essaie d'ouvrir les possibilités avec ça. OK. Et peut-être Stanis, qui s'est moins peut-être intervenu là sur la période, est-ce que toi, tu veux rajouter des choses? Et est-ce que c'est dans la commande de l'AFD, d'ailleurs, cette mise en autonomie? C'est intéressant, c'est l'Agence française de développement a l'idée qu'il y a une mise en autonomie derrière. Alors, nous, du coup, il y a un peu plus deux choses. C'est que à la fois, il y a ce gros projet de restructuration qui arrive donc à la suite de notre projet. Et donc, notre intervention, elle est plus ou moins éphémère, transitoire. Et dans le cas où on est obligé on sait qu'il va y avoir un projet qui arrivera par-dessus notre intervention, on imagine un côté, disons, déplaçable. Dans le cas où on peut faire de l'éphémère, du pérenne, vis-à-vis de la gestion des aménagements, c'est plus ou moins, en tout cas, en accord avec l'AFD, mais ce n'est pas vraiment une demande à la base. Nous, on a remarqué que soit on fermait les espaces sur lesquels on travaillait, soit on les laissait entièrement ouverts et on s'adaptait à une gestion, donc celle dont je parle, communautaire, qui existe avec l'investissement des habitants. C'est-à-dire qu'on a des représentants, des chefs de quartier, des chefs de communauté, et à chaque fois, pour les espaces, en tout cas qui existent, il y a un référent qui est désigné par ces représentants, ces chefs. Et pour des espaces qui fonctionnent déjà, donc là où on n'est pas dans le cas d'intervention dans des espaces résiduels, là où on a déjà un fonctionnement, un usage des lieux, on s'appuie sur cette gestion. Et on souhaite le plus possible donc s'adapter et faire en sorte que
l'espace soit entièrement ouvert, qu'il soit laissé à cette gestion, mais dans la compréhension justement, c'est ce qui se fait en fait, c'est qu'il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de salarié. Je ne sais pas si ce côté-là, si, je vois très bien. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment un habitant qui est désigné par le quartier, la chefferie, les représentants, qui a sa propre activité salariale, qui, disons, a connaissance d'un programme. En cas de conflit, qui en parle de manière plus large à la population. Mais sinon, tant que ça se passe bien, c'est lui qui gère. Et donc, nous, on est en contact avec cette personne à la fois lors des travaux, mais aussi par la suite. Et on essaye d'appuyer énormément ce côté-là plutôt que une gestion qui viendrait de nous, qui serait à notre initiative. Et ça, je pense que tu pointes un élément important, nous qui travaillons souvent avec des collectivités qui nous demandent de soit constituer ou de travailler avec des soit comités citoyens qui étaient préexistants ou des conseils de quartier. Notre retour d'expérience d'une quinzaine d'années aujourd'hui sur ce travail, c'est de dire, en gros, tout ce qui n'est pas coopté par les gens d'un quartier ne marche souvent pas, parce qu'un conseil de quartier qui est soit, comme on voit souvent, sur base de on tire au hasard des citoyens ou on demande du volontariat, en réalité, les habitants du quartier ne se reconnaissent absolument pas en fait dans ce qui n'est pas du coup des représentants. Et on se retrouve, ce que je dis souvent, avec le même symptôme que les conseils de classe, où on va se retrouver avec des parents censés représenter d'autres parents ou d'élèves, et à la fin, ils ne représentent qu'eux-mêmes, parce que c'est un vrai effort d'aller représenter d'autres gens. C'est un vrai travail pour avoir accompagné 2 conseils de quartier pendant 6 mois sur à quelles conditions je suis représentatif des citoyens. Et ils ont dit au bout de 6 mois, eh ben, c'est du boulot. Et jamais je me serais engagée si j'avais compris que j'étais représentant et non pas simplement en train de parler en mon nom propre. Et ce que je trouve intéressant dans ton propos et ce que tu nous relates de l'expérience d'Abidjan, c'est que finalement, cette gouvernance communautaire qui semble être en partie liée, je pense que tu as dit, aux 2 religions représentées, mais peu importe, qui est structurée d'une manière qui est reconnue par les gens de terrain, ben, ça permet finalement d'avoir des interlocuteurs et d'avoir ce fameux relais qui parfois n'existe pas lorsqu'on enlève les intervenants extérieurs. Non, c'est très clair et je pense très éclairant sur quelque chose qu'on ne trouve pas. Et moi, je fais une alerte sur ces conseils de quartier, en tout cas version française. On est souvent avec des conseils hors sol, non représentatifs et qui finalement ne parlent à personne. La plupart des citoyens ne savent même pas qu'il y a des conseils de quartier qui sont en train de travailler pour eux. Donc, on est toujours dans cette idée de est-ce qu'on est en train de faire avec les gens ou on fait pour eux. Est-ce que vous voulez rebondir les uns les autres sur cette… Je veux juste apporter une petite précision justement à ce que tu viens de dire. C'est que, effectivement, alors ce n'est pas forcément le côté religieux que j'essaye de mettre en avant, mais plutôt le fait que c'est un processus qui a été plus ou moins long, du fait, heureusement ou malheureusement, donc cette désertion, par exemple, d'intervention de mairie ou de gestion de la mairie, mais qui fait que les gens n'ont pas eu le choix et on a plutôt tendance à interpréter ça comme une organisation assez anarchique, mais qui est totalement à l'opposé de ça. Ça fonctionne extrêmement bien, les gens sont très, très organisés. Et ça m'a beaucoup étonné en arrivant à Abidjan. Et en fait, c'est pour ça que je dis heureusement ou malheureusement, c'est-à-dire que on n'est plus obligé de passer par une administration, mais par contre, la gestion, elle est extrêmement locale. C'est-à-dire que les gens sont concernés par ce qui se passe dans leur quartier, parce que les quartiers sont à une échelle assez petite et assez grande pour qu'ils se sentent concernés par cet aspect religieux. Parce que du coup, l'aspect religieux, il n'est pas à l'échelle de la commune. Il est à l'échelle il y a une mosquée ou une église tous les kilomètres, disons. Mais c'est intéressant parce que ça rejoint des notions dont a parlé Sylvain, Jean et puis Olivier sur cette notion de c'est quoi l'esprit de quartier, qui est l'esprit de village et finalement qui est un périmètre géographique en général assez contraint
parce qu'au-delà d'une certaine taille géographique, il n'y a plus de sens en fait, parce que déjà à pied, on ne sera pas concerné par ce qui se passe dans un quartier à part. Très bien. On se glisse doucement vers la fin et j'aimerais demander à chacun de nos intervenants. Alors, il y a une dernière question quand même d'Hélène, très concrète, hein, à Sylvain. Est-ce qu'il y a beaucoup et une diversité de profils d'habitants? Donc, je pose la question, est-ce qu'il y a beaucoup de participants, j'imagine, et une diversité de profils d'habitants dans les ateliers de savoir partagé? Peut-être Sylvain, si tu peux répondre. Oui, notre objectif au départ, c'est au niveau intergénérationnel. Là, on est très soucieux dans les projets parce qu'en fait, on réfléchit ensemble, ça c'est un volet, mais on développe aussi des projets, des chantiers, parce qu'on veut passer du réflexif et des idées à du concret. Alors, je donne juste un exemple de chantier qu'on a fait ici. C'est un chantier nature-culture qui était de mettre en valeur les finissants de notre école primaire, par exemple. Alors là, ça implique l'école, la municipalité, les parents. Au bout de la ligne, ça implique beaucoup de gens de tous les âges. Et si je prends par exemple l'exposition qui est derrière moi, qui s'appelle l'exposition 37.9 qu'on avait fait dans les ateliers Savoir partager 1.0, ça regroupait les 38 personnes les plus âgées de Saint-Camille, les 38 personnes les moins âgées de Saint-Camille, où on a fait une photographie où ils partageaient un objet et une valeur. Alors, on s'est fait une cartographie de valeurs et c'était les adolescents qui faisaient les photos. Alors, finalement, ça a touché tout le monde. Ça a créé, c'est un moment éphémère, on s'était donné 6 mois pour faire ça, mais ça a créé vraiment toute une mobilisation. Puis là, on ressort cette vieille exposition-là parce que les gens ont été marqués par ce moment-là. Alors oui, notre intérêt est de mobiliser le plus de gens possible. Et le fait de travailler avec d'autres communautés, c'est vraiment dans cette idée-là. Puis je terminerai juste en disant, ça fait 20 ans avec le Mali, et quand les grands chefs du Mali étaient venus nous voir ici à Saint-Camille, tout ce qu'ils nous demandaient, c'était de construire de l'amitié. Et ça nous avait touché énormément. Et la durée se fait là-dessus. Oui, il y a des projets financiers qui viennent accélérer des fois des actions qu'on fait en commun, mais le lien est toujours là. On a une crise du verglas et ils s'inquiètent de nous. Et nous, on s'inquiète d'eux. Alors, c'est juste pour vous dire que c'est ce qu'on souhaite un peu établir avec les communautés, de garder ce niveau de confiance et de bienveillance parce que ça prend, oui, il y a les enjeux climatiques qui sont là, ça prend beaucoup d'énergie d'entrevoir toutes ces transitions-là, mais en même temps, le vivre ensemble demeure porteur de beaucoup d'énergie, je pourrais dire, plus joyeuse peut-être. Merci. Sylvain, merci beaucoup. Est-ce qu'en conclusion, chacun pourrait donner son petit ingrédient succès pour la mobilisation citoyenne vue depuis son œil culturel? Est-ce que je demanderai à mes intervenants, c'est un exercice de synthèse peut-être difficile, mais qui est intéressant. Il n'y a pas de vérité peut-être, il y a simplement des pistes de votre point de vue culturel, ce qui était l'objet de cette rencontre autour de la francophonie. Qu'est-ce que vous pensez être un des ingrédients? Peut-être que tu viens de le dire, Sylvain, c'est l'amitié. Et derrière l'amitié, il y a une question d'humanité. C'est gérer de l'émotion autour de ces rencontres. Est-ce que les autres intervenants, vous voulez rajouter un peu votre grain de sel? Quelle serait en conclusion, la clé de succès de la mobilisation de votre culture? Pour nous, pardon, c'est Olivier, tu voulais faire? Non. Pour nous, c'est passé par une chose très évidente, c'était très bien choisir les gens qui le font. C'est que le chef de projet qui est en charge de ça, on a trouvé une personne parfaite pour ça, conviviale, sympa, créative, accueillante, concernée, etc. Et en fait, le succès de MeToo tient énormément à la personne qui est en charge du programme qu'on a créé. Très bien. Moi, je pourrais ajouter quelque chose, Madame Frenette. Oui, Juan. Je dirais que le leadership est très important. Pendant très longtemps, on a oublié le leadership, hein, y compris le leadership individuel. Mais nous, ce qu'on a découvert, c'est que le leadership doit être partagé. C'est-à-dire, les personnes
qui prennent des décisions à leur place, au bon moment et à la bonne place, et une culture locale qui permet à ces différentes décisions de converger. Très intéressant. Leadership, Olivier? Je trouvais les mots de Sylvain quasiment comme si c'était les mots de clôture. Ben, c'est ça, c'est l'amitié. Ben, lui, c'était un peu plus autour de l'amitié et de l'intergénérationnel. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose en conclusion? Ben, juste je pense que le défi qu'on entrevoit, c'est tout ce qui dérive de la gouvernance inclusive. Hein. Comment aller chercher une diversité, d'aller rejoindre des minorités culturelles ou différents sous-groupes culturels qui composent la société qu'on rejoint tellement pas, puis que des fois, on n'a juste vraiment pas envie d'utiliser ces plateformes-là. Puis c'est vraiment cette recherche-là de bon, mais c'est quoi qui est adéquat? J'imagine qu'on fait tous notre possible là-dedans. Ouais. Mais c'est quand même un gros défi de se dire à quel point on est capable d'aller chercher des gens qui n'ont pas nécessairement les mêmes codes que nous, qui n'ont pas la même méthode de discuter. Puis ben, ça reste pour moi quelque chose qui se passe de manière ultra locale à l'échelle du voisinage. Merci. Et peut-être moi, ma conclusion à moi en vous écoutant, c'est ça renforce ce que l'on défend aujourd'hui, puis notamment au niveau du groupement de Placemaking France, c'est que en fait, très souvent, au niveau communication institutionnelle, on voudrait des opérations qui soient, alors certes, Bruxelles en fait partie très communicante, hein, parce que c'est très ambitieux comme opération, et parfois on veut s'attacher qu'à cela, et c'était l'exercice, c'est jamais facile parce qu'on veut montrer des images, et ce dont on a parlé, c'est beaucoup de l'invisible en réalité, et construire cet invisible, construire ce lien humain, et à la limite, je me posais la question, mais comment en sommes-nous arrivés là à devoir reconstruire du lien humain? Ce serait intéressant dans des anthropologues avec nous, des sociologues, mais finalement, on voit qu'on en est rendu là et qu'en plus, nos enjeux, je disais en introduction, vis-à-vis du climat, vis-à-vis des questions sanitaires qui vont revenir, finalement, on voit bien qu'on va avoir besoin, en fait, ce lien profond qui nous unit ensemble et qui nous permet, certes, d'aménager un espace public ou peu importe, mais aussi d'avoir d'autres défis à relever ensemble, sauf que vaut mieux relever un défi d'abord d'aménagement d'un espace sous la neige que d'avoir à gérer la crise climatique en direct. Donc, je pense qu'on a parlé beaucoup. C'était un exercice. Merci beaucoup, beaucoup à tous les intervenants. Vous avez accepté de préparer ça à travers, comme tout le monde le reste, et d'avoir partagé un sujet qui est finalement peu abordé dans les questions d'urbanisme. Aujourd'hui, on parle assez souvent de démarche participative, mais on s'arrête là. En fait, on ne parle pas du tout de comment on y est arrivé et quels sont les écueils. Donc, merci 1000 fois. Et peut-être, je laisse, je ne sais pas si c'est Chloé ou Léa qui présente simplement le prochain thème. Je ne sais pas si la date est fixée. On va parler des tiers-lieux. Voilà, la date n'est pas encore fixée. Ça sera notamment, normalement, d'ici la fin de l'année, en décembre. Ça sera porté par Wide Open Project. Je ne pense pas que Léa soit parmi nous ce soir. Okay. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie toujours du réseau Placemaking. C'est le 4e et dernier webinaire de l'année. Et c'est sur le sujet, donc, tiers-lieu, l'expérience à l'international. On va encore une fois un petit peu s'affranchir des frontières françaises pour partir un peu plus loin, notamment dans des pays francophones toujours, pour vous présenter qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et la notion des tiers-lieux entendue comme un espace public, mais qui est plutôt assez souvent intérieur, mais en lien avec l'extérieur. Donc, ça va être intéressant, surtout, je ne sais pas, pour le Québec, je n'ai pas pu faire ce travail d'investigation pour l'instant, mais en France, on est rendu à plus de 2000 tiers-lieux dans les 2-3 dernières années. Il y a un mouvement énorme parce qu'il y a eu un programme de l'État qui a aidé à financer. Nous-mêmes, on en a une dizaine en cours. Et ces tiers-lieux, en fait, sont des lieux assez étonnants autour de cette notion de gouvernance dont on a parlé à plusieurs reprises. Donc, je pense que ce sera intéressant aussi dans les retours d'expérience qu'on aura de toujours lier le lieu, la manière dont on l'a fait et comment la gouvernance se met en place de manière pérenne. Avec, merci Juan-Louis pour cette notion de leadership qui me parle aussi beaucoup. Merci à tout le monde. Pour les Québécois et ceux qui sont de ce côté, ça sera bonne journée, puisque nous, c'est le midi, ou bon appétit pour les Québécois. Et puis, bonne fin de journée et bonne fin de semaine pour les Français, les Belges et puis l'Afrique. Merci de cette belle expérience. J'espère qu'on va pouvoir la renouveler. Merci 1000 fois. Merci Chloé pour l'organisation. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir la francophonie. Au revoir.
j'ai envie de dire keep in touch comme en France, mais ce serait plutôt dire gardons le contact. Oui, bye bye. Merci. Au revoir.